Bonjour à tous, bonjour à vous, madame, messieurs. Merci encore de nous retrouver ce matin sur les antennes Equinox Télévision avec 10-12 le Zénith. Bonjour au Cameroun et bonjour à l'Afrique en même temps qui nous regarde. Soyez les bienvenus. Le Cameroun d'ici, le Cameroun d'ailleurs, le Cameroun et ses réalités. Vous aussi, vous êtes tenus obligés de comprendre ce qui se passe dans notre pays et effectivement de nous laisser également vos points de vue comme c'est le cas chaque matin. Qu'est-ce qui se passe avec les militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun? Puisqu'on en parle encore ce matin, ils sont 3 aujourd'hui et quelques 7 d'ailleurs associés qui sont en chemin pour Nkondengui où ils sont placés en mandat, sous mandat bien sûr de dépôt à la présidence centrale de Nkondengui à Yaoundé. On parle de Olivier Bibounissak et notamment du professeur Alain Fogué et bien d'autres personnes. Comment comprendre aujourd'hui le pression qui s'abat sur les partis politiques au Cameroun? Comment comprendre le regard que porte en même temps le régime de Yaoundé sur le mouvement pour la renaissance du Cameroun aujourd'hui? Peut-on dire au regard de la situation que le mouvement pour la renaissance du Cameroun est un parti politique dérangeant pour le système en place? Que doit-on faire? Que va-t-on faire au moment où la justice est saisie de l'affaire? Peut-on vraiment faire confiance à la justice camerounaise au regard des textes, non seulement au niveau national, mais et même à l'international, pour ces nouveaux détenus de la prison centrale de Yaoundé-Nkondengui, notamment le professeur Alain Fogué et Olivier Bibounissak du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Nous précisons au moment où nous parlons également que Maurice Kamto reste toujours détenu chez lui, assigné à résidence avec une centaine de policiers et des militaires qui quadrillent le quartier Santa Barbara aujourd'hui. Doit-on dire que tout est mis en place pour ne pas permettre au MRC de se déployer sur le terrain? Mais surtout, comment appréciez-vous la situation aujourd'hui? Bienvenue à vous, bienvenue à tous, mesdames, messieurs. La grande équipe est au complet comme c'est le cas chaque matin. Charles-Amen Batiou, Bonbon Bengan Kandji, Dominique Audrey Oyengelek et Karine Sontia, ensemble unis pour la même mission. Bienvenue à vous. Jusqu'à 12h, vous serez servis. Charles-Amen Batiou, bonjour. Bonjour, monsieur Michel Ngatiou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Des remerciements particuliers au ministre Louis-Paul Motazé. Merci à vous, monsieur le ministre, d'avoir suivi l'exemple de la COSUMAF, d'avoir mené vos investigations et de protéger, comme vous le pouvez, les Camerounais. Le ministre des Finances a sorti un communiqué radio-presse portant interdiction des opérations d'appel public à l'épargne par certaines sociétés non agréées, des sociétés qui opèrent déjà sur le terrain camerounais, qui procèdent à la collecte financière, qui font dans l'investissement et surtout qui ne sont pas loin, on va le dire comme ça, du trading. Elles sont au total 17 sociétés qui sont interdites. Alors, avis aux Camerounais, on ne veut plus vous voir dans la rue, allez enlever votre argent. Si vous avez mis votre argent, allez enlever là-bas. C'est 17. Ne croyez plus, ça n'existe pas l'argent facile. Il faut travailler, mais allez enlever. Merci, monsieur le ministre. J'espère que les Camerounais auront au moins des yeux pour lire et des oreilles pour entendre. Louis-Paul Motazé, bien évidemment Charles-Amen Batiou, ministre des Finances du Cameroun, qui a rendu public justement cette sortie hier. Et est-ce que les Camerounais prendront-ils conscience justement que le trading ne marche pas? Vous l'avez très bien dit, aller travailler, c'est en travaillant qu'on obtient justement son salaire. L'argent facile, ça ne marche toujours pas. Jamais. C'est très important. Bonbon Bendan Kandji, bonjour à vous. Bonjour Monsieur Ngachou Numba, bonjour à vos chers téléspectateurs. Moi, je salue l'association des parents d'élèves et des enseignants du lycée de Japoma. Charles Lamel en parlait ici dernièrement parce que cette association avait augmenté les prix des cotisations APE par élève à hauteur de 40 000 francs. 40 000 francs. Mais face au cours de certains parents, on l'a ramené à 33 000 francs. Aujourd'hui, le problème qui se pose, c'est que cette association a détourné cet argent. Elle refuse de montrer le registre où les enfants payaient. Seul le registre de l'intendant. Or, l'intendant parle de 3 255 élèves pour cette année et l'APE parle de 3 088 élèves. Attention, à ces 3255, on pouvait même aller à 3364 parce qu'il y a des cas sociaux, il y a des handicapés, des cas que le préfet peut envoyer, un certain nombre, on les appelle des cas sociaux qui ne payent pas. Mais au moins,
il faut que l'association des parents d'élèves du lycée de Japoma clarifie. Et c'est là où le problème s'est passé justement avec madame le proviseur qui dit « Moi, je n'entre pas dans votre fonctionnement, j'ai des vacataires à payer et tout, mais on veut, comme dans l'imagerie populaire, on voudrait que les chefs d'établissement détournent de l'argent. » Et là, ils ont trouvé un proviseur qui ne détourne pas, qui veut la traçabilité. Et madame le proviseur, heureusement pour elle, elle est soutenue par le délégué départemental pour le Vouri des enseignements secondaires et même du délégué régional du littoral des enseignements secondaires. Mais sauf que on procède par les subterfuges pour ne pas présenter le verbal. L'enquête a dépassé la brigade de gendarmerie de Lubaba. C'est maintenant au niveau de la 2e région de gendarmerie. Écoutez le problème. Mais il semble que la trésorière a les bras longs. Elle fait même prier. Madame le ministre, pour une fois, je vous félicite, Pauline. Vous avez suspendu ce bureau. Mais sauf que le préfet de Vouri et le gouverneur ne veulent pas organiser, ne veulent pas qu'on organise une assemblée générale où on devait élire un nouveau bureau. Or, ce lycée-là doit accueillir le lancement de la FENASCO avec ce que cela comporte comme commodité d'usage. Les toilettes, les forages et tout. On pense qu'on veut bloquer l'action de proviseur. Elle peut être affectée. C'est vous qui avez vos enfants là-bas. Et même dans ce bureau, il y a enquêté. Même la trésorière là, elle n'a même pas un enfant là-bas. Mais elle est trésorière. Bon, Ben Gan. Voilà. Une situation qui n'est pas facile, Charles Membachou. Les écoles en souffrent aujourd'hui. 40 000 francs, ça fait 130 millions 200 000 francs CFA. À 33 000 francs CFA comme frais d'APE, ça fait 107 millions 415 millions. Donc, ce qui suppose qu'ils ont encaissé 40 000 et ils ont reversé 33 000. Donc, il y a 94 millions 395 000 dans la nature. Je vous donne une confidence. Je pense que le mandat Tchakounte qui s'occupe de l'affaire va se pencher dessus. En tout cas... Mon fils c'est que Mbombo voit le jour et la nuit. Le registre que détient la trésorière a des pages déchirées. Vraiment, c'est très grave. Mais peut-être pour aller dans le même sens que vous, Mbombo Ben Gan, parce qu'on parle d'éducation, nous le disions encore ici hier au niveau du lycée de Nilan, Brazzaville, il y a un enseignant là-bas qui est enseignant d'EPS, qui a choisi de vendre non seulement des écussons aux élèves, de vendre les tenues aux élèves et d'empêcher en réalité les vendeuses reconnues dans l'établissement qui paient les impôts dans l'établissement de pouvoir faire leur travail aisément. C'est-à-dire qu'il est enseignant d'EPS, il est fonctionnaire. Celles-là qui sortent des quartiers, qui viennent se battre, il les empêche littéralement de faire un travail. On remonte au niveau du proviseur. Le proviseur dit à ce monsieur, faites attention, ne faites plus cette activité. Lui s'en fout du proviseur. Il dit qu'il va le faire au point de venir au portail chaque matin, se rassurer que les élèves qui entrent sont ceux qui ont acheté la marchandise chez lui. Donc on est fonctionnaire et finalement on est vendeur. Et on va peut-être dire que c'est ce que la ministre a cultivé. C'est comme si vous avez enquêté. La trésorière de cette association d'APE, elle est professeure de couture, mais elle dit que madame le professeur l'a insultée. Et elle a porté plainte pour injure à fonctionnaire, alors qu'elle-même, le professeur, est fonctionnaire. Et sauf que les rapports du commandant de brigade de Lobaba dit que c'est elle, la trésorière, qui est plutôt... bon, je dirais pas mal élevé, mais qui tiennent des propos injurieux envers de tout. Très bien. On va suivre justement cette histoire, cette affaire au fur et à mesure, Mbombo Ben Gan, et nous rendrons compte bien évidemment aux populations camerounaises et au peuple. Karine Santia, bonjour à vous. Bonjour Michel, bonjour aux téléspectateurs. Encore 11 personnes tenues captives à Kumbo suite à l'attaque de la Presbyterian School hier très tôt le matin. Les élèves et les enseignants et aussi le personnel administratif de cette école religieuse a été kidnappé hier suite à la sortie des populations qui se sont opposées. On a renvoyé les élèves dans leurs familles, mais les enseignants et le personnel administratif restent captifs. On entendra parler justement au courant de l'émission, madame, monsieur. Merci à vous, merci à tous de rester fidèles. Allez, Dominique Audrey Oyengelek, bonjour à vous et bienvenue ce matin. Bonjour Michel Ngachou, bonjour aux téléspectateurs. J'espère pour les parents
des enfants à qui on enlève le droit d'entrer en classe parce qu'ils n'ont pas acheté l'écusson. J'espère qu'ils vont protester contre ça. Parce que si mon enfant est régulièrement inscrit, si mon enfant est régulièrement inscrit et que j'ai acheté l'écusson là où j'ai acheté la tenue, de quel droit vous empêchez que mon enfant entre à l'école? Ça se passe au lycée de Nilon-Brazzaville. Il faut voilà, y aller, donc les parents qui sont soucieux de ce que leurs enfants iront régulièrement à l'école, et effectivement à l'école, devraient se déporter là-bas pour demander ou bien empêcher que ce professeur ne continue d'agir ainsi. Parce que depuis hier, vous en parlez, on se serait attendu ce que le ministère de tutelle de ce monsieur fasse quelque chose ou bien dise quelque chose, mais personne ne dit mot. Donc les parents devraient prendre le relais. Quand j'ai dit ça, je souhaite adresser... On a dit que les fonctionnaires doivent aussi être des hommes d'affaires, non? Le ministre Sali d'ailleurs. Il fait les affaires. Donc le fonctionnaire fait les affaires. Le texte, oui, faites vos affaires sans empêcher que les enfants aillent à l'école. Le texte particulier de la fonction publique interdit les affaires. Mais le ministre, lui, il a dit faire les affaires. Voilà. C'est aussi ça les affaires de votre pays. Oui, quand je l'ai dit, je souhaite adresser mes condoléances à une maman qui est passée sur le plateau de Parole de Femme hier. La maman qui a raconté comment est-ce qu'elle a perdu ses 2 enfants entre ses mains à cause de la crise anglophone. Et je crois qu'après ce passage-là, les gens prendront encore plus conscience de la gravité de la situation. C'est vraiment insoutenable, le récit, les périples par lesquels cette maman et sa famille et de nombreux autres Camerounais de ce côté-là passent. Donc il faudrait impérativement que les femmes francophones, comme on a interpellé, parce que les femmes anglophones sont déjà sur le terrain, se mobilisent pour que les voix s'élèvent et qu'on en arrive à la fin. C'est une voix de femme qui parle ce matin, celle de Dominique Audrey Oyengeleg, mais surtout lorsqu'elle interpelle les femmes francophones, on interpelle tous les Camerounais, quel que soit le lieu où ils sont, à se faire comprendre quant à la crise dite anglophone aujourd'hui. Un retour à la paix est urgent, très urgent. L'histoire de ce matin, Dominique Audrey, nous vous écoutons. Oui, l'histoire de ce matin interpelle la tradition à travers le récit que nous a fait ce jeune homme âgé de 35 ans. Il raconte qu'il a perdu sa mère alors qu'il était encore très jeune. Il avait sensiblement 3 à 5 ans par là. Sa mère a donné naissance à 6 enfants, dont il est le 5e. Le problème, c'est que lorsqu'il a eu 20 ans, sa grand-mère l'interpelle et lui fait savoir que, avant de mourir, ta mère m'a fait une révélation. Et dans cette révélation, ou bien l'objet de cette révélation, c'est que son mari, papa Eric, n'est pas ton père en réalité. Il est le père des 4 qui sont nés avant toi, de celui qui est né après toi, mais toi, tu n'es pas le père de papa Eric. Tu n'es pas l'enfant de papa Eric. Tu n'es pas l'enfant de papa Eric. Mais elle m'a plutôt dit que ton père, c'est le papa d'en haut que tu connais là. Son nom, c'est Emmanuel. Il est de la même famille? Non, ils ne sont pas de la même famille. Donc, sa maman a eu une infidélité avec papa Emmanuel et malheureusement, c'est Eric n'était pas le père de cet enfant-là. Il a grandi avec cette idée. Aujourd'hui, il a 35 ans. Donc, 15 ans après la révélation de sa grand-mère, il a un problème parce que papa Eric, qui a été son tuteur, qu'il a élevé avec les autres enfants sans faire de différence parce qu'il ne s'en est jamais rendu compte, lors des funérailles de son beau-père à lui, il y a 2 ans, lui disait « Si jamais, au grand jamais, quelque chose m'arrivait, sache que c'est toi qui me succéderais. Et notamment, tu porterais le titre de notable que j'ai au village. » Et le jeune homme de ce matin nous pose donc la question de savoir, est-ce que c'est possible d'être le successeur d'un homme dont on n'est pas né? Cet homme n'est pas son père. Que dit la tradition lorsque vous n'avez pas une affiliation directe avec la personne qui voudrait que vous lui succédiez? Et maintenant, ça appelle également à l'interrogation sur les enfants adultérins. Est-ce qu'ils ont le droit de succéder, je veux dire sur le plan traditionnel? Que dit la tradition lorsqu'un enfant est né d'un adultère? Et des étrangers peuvent-ils succéder dans nos familles aujourd'hui? Et la question qu'il nous pose également, c'est de savoir, puisqu'il est marié depuis 7 ans, sa femme n'est pas au courant. Son père adoptif, oui. Non, il est décédé. Donc, sa femme, lui, il est marié depuis 7 ans et il aimerait savoir s'il doit dire à sa femme qu'en réalité, celui que tu sais comme étant mon père n'est pas mon père, n'a jamais été mon père.
Merci Dominique, Audrey, Oyengelek ce matin. C'est une histoire qui parle. Et puis nous saluons déjà tous ceux qui nous regardent très loin, de Douala, de Yaoundé, ceux qui sont dans... Bon, ne dites pas l'arrière-pays. Oui, ceux qui sont dans l'arrière-pays, on va le dire n'oubliez pas le dire. Parce que je m'amuse à ne pas le dire. Mais ils nous regardent très loin, notamment dans les villages du Cameroun, et qui comprennent que cette histoire peut avoir des liens avec ce qu'ils ont autour d'eux. Maintenant, comment vous réagissez? Qu'est-ce que vous direz? S'il s'agissait de vous, monsieur, quelle serait votre réaction? Si c'était bien sûr votre frère, madame, que direz-vous? Comment apprécierez-vous cela? Et s'il y a des parents qui nous regardent ce matin, n'hésitez pas, chers parents, à nous laisser justement vos propositions. Et des mamans aussi, qu'est-ce qui peut bien justifier l'infidélité de maman quand elle a des enfants et elle choisit d'aller faire un enfant avec un autre monsieur d'à côté qui est le voisin? Ils sont 6, il est le 5e. Oui, il est le 5e. Et le 6e appartient au premier. Oui. Donc, ça veut dire que parmi les 6, c'est l'intrus. Oui. Et maintenant, malheureusement, c'est celui que papa a jeté son évolu. Oui. Papa qui n'est même pas son père. Même pas. Et il est mort sans savoir que c'était pas son fils. Je vous ai dit ici de vous méfier des femmes. Alors, vous conseillez les plateformes 10 le Zénith ou encore Equinox Télévision pour ceux qui nous regardent en live. Merci de nous laisser vos commentaires. Un numéro s'affichera en bas de l'écran. On vous lira tout à l'heure. Ben non, c'est l'histoire de ce matin. Mais il faut quand même avoir peut-être une appréciation particulière qui ne soit pas traditionnelle. Karine Sontia, pour mieux comprendre cette histoire. Mais déjà, est-ce qu'il faudrait condamner la maman dans un premier plan? Au moins, elle a dit la vérité en mourant. Et comment aider ce monsieur à se dire je peux refuser la succession parce qu'en réalité, je n'appartiens pas, je ne suis pas le sang de ces messieurs. C'est une possibilité, non? Ça n'émane pas de lui. La décision ne viendra pas de lui. Parce que de toutes les façons, qu'il soit l'enfant légitime ou pas de ce monsieur, si son mari et sa maman étaient légalement mariés, je peux vous dire qu'il est l'enfant de ce monsieur par la loi. Donc, il est héritier comme les autres. Maintenant, c'est au niveau de la tradition qu'on va établir les différences et autres. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut quand même que cette vérité se sache. De toutes les façons. Même si après les oncles diront qu'il est un enfant illégitime et puis on le reniera, il faudra qu'ils disent la vérité. Mais les oncles, dans ce cas, sont pas courants, je ne sais pas si la grand-mère qui a révélé cela est toujours en vie, mais il faudra qu'il contacte les frères de son papa et ceux de sa maman et qu'il le leur dise. Mais il a déjà des frères lui-même, il a des grands frères, il a un petit frère, ils se réunissent déjà en fraternité, il leur raconte cette histoire. Parce que de toutes les façons, avec eux, il est lié. De par la maman, avec eux, il est lié. Donc, il explique d'abord à ses frères. Maintenant, ses frères pourraient s'entendre et voir dans quelle mesure on pourra informer toute la famille, de donner l'information à toute la famille. Maintenant, les oncles pourront décider de la suite. Mais la vérité, c'est que ça n'émane plus de lui. Est-ce que c'est des vérités qu'on devrait dire, Karine? C'est-à-dire, est-ce qu'on devrait justement mettre de pareilles situations sur une table? C'est pas de nature à dévaluer non, la mais moralité de maman? c'est des vérités qu'il faut savoir d'abord. Maintenant qu'il le sait, il peut le dire parce que il ne faudra pas, on parle souvent ici du risque d'inceste, il ne faudra pas qu'un jour sa fille tombe amoureuse de l'enfant qui est le frère, qui est l'enfant de son frère par exemple. Oui. Il faudra qu'il fasse attention, donc il faut que la vérité se sache et que le papa là même en question, son véritable père, sache que c'est lui l'enfant. Maintenant, après, il a été éduqué d'une certaine manière par ce papa qui est déjà décédé, il reste son enfant. L'enfant de quelqu'un n'est pas seulement celui qui est sorti de ses entrailles, vraiment pas du tout. Parce que si cet homme a choisi que ce soit lui, ça veut dire que quelque part, il est un enfant bien, il est quelqu'un de bien, qui écoute, qui est conciliant. Et lorsque vous voyez qu'il pose ce problème, ça fait 7 ans qu'il est marié, même sa femme ne connaît pas. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est capable de garder un secret. Et là, maintenant, il pose la question parce qu'il faut qu'on trouve une solution. Il ne faut pas qu'il soit rattrapé un jour parce qu'il a pris un bâton qui n'est pas le sien. Très bien. Est-ce qu'on peut justement déjà, au-delà de cette compréhension, Dominique Audrey, est-ce qu'on peut quand même se plaindre de l'attitude de la maman qui a déjà fait par ailleurs 4 enfants? Elle va concevoir un autre enfant hors foyer. Elle ne dit pas exactement, du moins, c'est vrai, c'est difficile de le dire. Elle est dans un acte d'infidélité. Elle fait assumer l'enfant de l'étranger à son mari de la maison. Elle en fait même un dernier après. Celui-ci meurt sans qu'elle lui dise la vérité. Et même l'enfant... Pardon? Elle est morte.
Elle est partie avant le papa. Oui, mais mais avant de faire le 6e, elle ne pouvait pas dire. elle ne peut pas dire la vérité. Alors justement, Mais c'est l'histoire, non, l'acte de la femme, on ne va pas la condamner. Méchanceté de la femme. Comment vous appréciez justement cette femme-là, Dominique Bon, Audrey? j'ai pas d'appréciation à émettre parce que je Pour la dis que première fois. non. Pour la première fois. Non, Ça n'est pas vivant. j'ai pas d'appréciation à émettre Elle est parce pas que vivante. On est de pas toute contre façon, le cadavre. on ne maîtrise pas les contextes qui ont conduit cette femme à poser cet acte-là. Personne ne nous dit si un jour en rentrant du champ, le papa Emmanuel l'a violée. On ne peut pas le savoir. Voilà ce que je Donc, dis. je n'émettrai pas de jugement. Non, puisqu'on ne tape pas sur un cadavre. Non. Je n'émettrai Non. pas de jugement sur ce que la mère a fait. Elle a fait, ok, c'est répréhensible, d'accord. Mais elle le savait et c'est pour ça qu'elle a dit à sa mère qu'en réalité, voilà, j'ai fait une bêtise que tout le monde peut faire. Les hommes font des bêtises, non? Vous pensez que les femmes ne sont pas humaines? Que l'erreur ne peut pas être féminine? Oui, et de toute façon... mais lorsqu'on porte déjà un enfant, lorsqu'un enfant hors foyer, Oui. on va le faire, on revient le faire endosser par son mari. Est-ce que quelle appréciation peut-on Michel, donner vous à n'allez ça? pas changer le monde. Parce que figurez-vous même que aujourd'hui, la génération d'aujourd'hui sur laquelle on tape beaucoup plus, elle a tendance à l'afficher. Contrairement aux mamans de l'époque qui ont brillé par une certaine fourberie, elles le faisaient mais elles le cachaient. Vous le savez, non? Oui. Que beaucoup d'enfants dans beaucoup de foyers ne sont pas les enfants de ces maris-là, mais elles l'ont fait et elles sont restées silencieuses. Donc, le vin est tiré. Maintenant, on doit boire. Et Boileau-Tine le disait à son époque dans une de ses chansons, que c'est à l'homme qu'appartient la chèvre, qu'appartiennent les chevreaux. Donc, votre femme a eu une bêtise avec un autre. Et bon, on prend souvent des exemples ici. Je suis sûre qu'il va reprendre les mêmes exemples. Que vous avez... On fait comment de cet enfant? On le jette? Non. Qu'est-ce qui nous dit même que sa mère n'a pas dit ça à son mari et qu'il a choisi de taire ce secret? Rien ne nous dit. L'histoire nous dit Donc qu'elle a dit seulement aujourd'hui, à sa mère. oui, bon, elle a dit à sa mère, c'est ce que sa mère a dit. Bon, aujourd'hui, le garçon, il arrive en âge où il faudrait qu'il libère la parole. C'est déjà bien de savoir que ce garçon, malgré tout, 15 ans après, continue d'aimer son père comme si rien n'a changé. Et comme je disais à quelqu'un, il ne suffit pas d'avoir donné de son sperme pour être un père. Un père, mais c'est beaucoup plus que cette goutte-là. Très bien. Et ce garçon, justement, dans son inquiétude, peut-être vous avez une appréciation, vous avez un regard, vous avez une orientation. Est-ce qu'il devra accepter cette succession? Non, je ne pourrais pas répondre à cette question parce que je n'ai aucune maîtrise Et si vous étiez sa sœur, de la vous tradition. êtes sa sœur, vous êtes son ami, vous lui direz quoi? Qu'il accepte ou pas? Qu'il valide ça? Je ne pourrais pas le dire parce que je ne sais pas quels sont les rois. Je ne sais pas comment ça fonctionne, la tradition. Je ne sais pas ce que ça implique de s'asseoir sur vous êtes une africaine, chaise vous de ne direz pas que vous notable. n'avez pas, papa au moins avait des frères, non? Vous avez des frères, papa qui était encore là, vous avez au moins des Vous frères. m'avez posé la question de savoir est-ce qu'il doit accepter cette Oui, succession. je considère Voilà, que ce c'est soit pour votre ça que je frère, vous votre dis. frère, votre ami, vous lui dites quoi? Qu'il fasse comme il sent. Vous savez, je le dis toujours, chacun fait les choses comme il sent. S'il sent qu'il va accepter, ok, qu'il accepte, mais en acceptant, il faudrait qu'il sache qu'il peut avoir des représailles sur le plan, des représailles sur le plan traditionnel. Donc, justement, parce que moi, je ne sais pas ce que ça implique de s'asseoir sur une chaise de notable, je ne sais même pas ce que ça signifie. Au-delà de ce qu'on raconte dans les livres, je ne peux pas lui demander de faire ou de ne pas faire. Très bien. Mais du moins, avec sa femme, lorsqu'on se met avec une femme, on a le devoir d'être transparent. Vous On a précisez le justement devoir... que son papa était notable également. Hein. Oui, il fait partie des 9, la Voilà. caste des 9. Merci. Donc, il va devoir occuper ce siège-là là-bas. Et je crois que c'est ça la principale inquiétude. Auquel cas, si ce n'était pas ça, il n'aurait pas révélé cette histoire aujourd'hui. Merci beaucoup Dominique Audrey Yengelek, Charles Amel Mbachou. Est-ce que, même si on est notable aujourd'hui, est-ce qu'il n'est pas opportun de commencer à dire aux notables de ces générations d'apprendre à faire les tests d'ADN de leurs enfants? Alors, M. Michel Ngacho, il faut dire déjà qu'il n'existe pas, contrairement à ce que l'occidentalisation a voulu faire croire à nos chefs traditionnels, 9 personnes qui font partie du cercle des 9. Vous êtes 9 lorsque le chef vous confie une mission. Si le chef vous appelle et vous confie une mission, vous faites partie des 9. C'est très important que les gens comprennent ça.
C'est ça le cercle des 9. C'est des personnes à qui le chef confie des missions spéciales. Le chef a besoin d'un truc, il vous appelle. Au moment où il vous appelle, il vous confie. Les 9, c'est des personnes qu'on ne connaît pas. On ne connaît pas ces personnes. Donc, il faudrait que les gens rectifient ça dans leur mentalité. Vous pouvez être 9. Le chef peut avoir un dossier qu'il voudrait que vous traitez à Douala. Spécialement, vous confiez, vous devenez 9 à cette média parce que vous êtes investi de l'autorité du chef. Donc, c'est important de régler déjà ce premier point. Le deuxième truc, M. Michel Ngachou, c'est que j'ai l'impression que, avant même d'y arriver, vous savez, chez les Bamileke, chez les Bantous en général, il y avait 3 façons. C'est-à-dire, lorsque l'enfant naît, on peut vous dire que cet enfant va vivre longtemps. Lorsque l'enfant naît, on peut vous dire, cet enfant, à partir de la formation de ses pieds et de sa paume de main, on peut vous dire, ou des lignes, comment la chevelure sort, s'il est sorti, on peut vous dire, cet enfant sera trop malade, cet enfant va vite mourir. Suivant que l'enfant grandit, on peut vous dire, cet enfant ne doit pas être associé à la gestion de la famille. Donc, il y a subtilement des méthodes qu'on employait pour écarter les enfants de la succession, pour écarter les enfants de la gestion des affaires familiales, parce qu'on savait que celui-là, à tout moment, il va partir, on ne lui confie pas. Même le nom qu'on lui donne est un nom approximatif, même les responsabilités, les éloges qu'on lui donne, vous voyez, on s'arrangeait à ça. Ce n'est pas comme aujourd'hui où c'est un fourre-tout, on met n'importe quoi. Même pour installer un chef, M. Michel Ngachou, quand on avait choisi, désigné quelqu'un qui devait assurer la succession, on se rassurait sur le plan mystique, sur le plan physique, qu'il allait perdurer. C'est la raison pour laquelle vous allez vous rendre compte que quand vous regardez les dynasties royales, vous qui faites le tour dans les chefferies, vous allez voir que l'âge minimum de règne dans une chefferie, c'était 25 ans ou 50 ans. Parce que dans toutes les chefferies, les courts règnes, ça n'existait pas. Soit vous allez vous rendre compte qu'il y a toujours eu des histoires. Ça, c'est des éléments qu'il faudrait lorsque vous descendez. Donc ici, est-ce qu'on se retrouve face à ce type, parce qu'il a 35 ans aujourd'hui, ça suppose qu'il n'est pas très loin. Est-ce qu'il s'est retrouvé dans ce type de vague où il fallait absolument l'écarter de la succession? C'est un point qu'il fallait absolument se poser. C'est des expressions qu'on emploie. Maintenant, je vais interroger le décès. Est-ce qu'il a pleuré son père? S'il n'a pas pleuré son père adoptif, ça suppose qu'il n'a pas de droit. S'il n'a pas pleuré son père, parce que lorsqu'on déclenche le deuil, M. Michel Ngachou, lorsque les mamans savent qu'on va faire le rituel pour lamenter et dire définitivement au revoir, vous allez voir, on va appeler un enfant, je voulais même le pétrole. Pardon, cours, prends la moto comme ça, tu vas au carrefour, tu peux acheter le pétrole. L'autre, on va lui dire, pardon, accompagne-moi à la rivière, il y a quelque chose. Donc, on éloigne les enfants au moins 30 à 25 minutes pour éviter. C'est la raison pour laquelle le seul moment qu'on ne filme dans un deuil, c'est le moment de lamentation, parce que c'est là où on connaît qui sont les vrais enfants de la concession. Vous entrez là pour pleurer, c'est la mort. C'est la mort, M. Michel Ngachou, parce qu'on a ouvert la porte, on a appelé les ancêtres en disant, il y a tel qui arrive, voici ces enfants qui sont venus le pleurer, voici sa destinée. Je dis très peu, on ne triche pas. C'est le seul moment chez les Bantous où on ne triche pas. Est-ce qu'il a pleuré son père? Point d'interrogation. Deuxième chose, lorsqu'on vous dit que vous n'êtes pas l'enfant de quelqu'un, qu'est-ce que vous devez faire? Vous menez des enquêtes. Il faudrait qu'il y ait des mamans qui partent poser la question. Est-ce que je voulais à la famille où on dit que ton père sort d'en haut, qui partent dire que hey, vous êtes sûr que le Tagne, comme je sais pas moi, que tel comme il vit là, et s'il n'a pas pissé quelque part, tout le monde a vu. Il n'a pas fait un pipi compliqué quelque part. Vous posez des questions. Si on vous dit non, il ne nous a jamais dit. Non, vous commencez. Parce qu'il peut se précipiter pour aller dans cette famille, on le rejette. On le rejette parce que l'information n'a pas circulé. C'est très délicat, cette affaire que vous entendez. On ne joue pas avec. Il faudrait qu'il y ait des mamans. Oh, il ne nous dit pas qu'il a engagé des mamans qui sont parties, qui sont allées discuter et tout. Donc, je lui conseillerais, 35 ans qu'il a, qu'il prenne ceux qui ont la connaissance infuse, la connaissance mystique. Il va avec eux, ses grands prêtres, sur la tombe de son défunt père. Et il y a des rituels qu'il faudra procéder pour demander. Ils doivent poser désormais la question, comme bon pour parler avec les morts, il peut rencontrer. Oui, il pose la question de savoir, est-ce que je suis, est-ce que je dois, est-ce que tu m'as conféré? Alors, et partant sur la avec des témoins, je peux vous rassurer que c'est des choses. Et puis n'oubliez pas que même dans les chefferies traditionnelles, nous avons des filles dont le rôle, elles ne vont pas en mariage, tout ce qu'elles font, elles accouchent.
Mais ce n'est pas des filles qui sont connues dans les chefferies. Donc quand un gars repère, tu fais l'enfant ne sort pas, il n'appartient à personne. Dans le cas où il y a des conflits à la chefferie, entre des familles, on part là-bas parce qu'on sait qu'ici, c'est l'enfant de la chefferie, on le prend, on l'installe, il n'en y paie tout. C'est lui qui continue la succession de la chefferie. Donc je voulais juste apprécier ça et dire que oui, un enfant peut succéder, mais il faudrait régler un ensemble de principes. C'est la tradition. Alors comment est-ce qu'on parle au mort? Vous parlerez au mort, le mort va vous répondre. On fait ça comment? Dites-nous un peu. Non, mais vous venez vous y laisser. Demandez au prêtre ou au pasteur comment on va dire, il ne vous dira pas. Non, je termine par là où Chalamel a commencé. Oui, un étranger peut se succéder. Il a pris l'exemple des filles, parce que dans la tradition africaine, il y avait des situations où le couple n'a que des filles. Papa choisissait une fille, dit c'est toi qui vas, peut-être tu n'iras pas en mariage. Maintenant, dans la chefferie, ça devient plus compliqué parce que, j'avais dit, dans l'optique de cela, on choisit certaines filles qui sont là pour des filles de la chefferie, qui accouchent pour la chefferie. Donc, elles ne vont pas accoucher, elles n'iront pas en mariage. Donc, elles peuvent faire 3 enfants avec 3 pères différents. On va les prendre, mais sauf qu'il y a un rituel. Il y a toujours des rituels à accomplir. Pour que, même si demain, il arrivait que vous rencontriez votre père biologique, vous n'avez plus de lien. J'avais dit sur le plan génétique. Parce que c'est là où l'Afrique a montré qu'elle est dans la haute science. Parce que c'est à 4 niveaux, vous allez me permettre. L'enfant ici obéit aux 2 derniers niveaux. Le premier niveau, c'est pour j'allais dire les principes généraux. C'est-à-dire qu'il faut maîtriser le réel à travers les sciences exactes ou sciences molles. Bon, et on peut aller très vite. Maintenant, il faut découvrir ce que vous appelez le paradigme qui régule la rationalité humaine. Là, c'est pour vous. L'enfant en question obéit maintenant au 3e principe. 3e principe qui dit il faut apprendre à manipuler les forces invisibles par le biais des rites appropriés. C'est ce qu'il doit faire? Oui, pour assurer l'équilibre, parce que l'Africain veille sur l'équilibre, le bien-être social, et assurer ce bien-être-là. Et comme son papa l'a désigné, avait désigné déjà comme chef, ça veut dire qu'il maîtrise le 4e principe. Le 4e principe, justement, c'est qu'il a maîtrisé les 3 premiers, et maintenant il peut régner. Il peut régner. La seule chose qu'il va faire maintenant, il y en a 2. C'est pour avoir, j'allais dire, une conscience calme, savoir réellement qui est son vrai père en procédant par les enquêtes, comme l'a dit Chalamel. Mais la deuxième chose, c'est de ne pas, j'allais dire, quitter la succession qu'on lui a donnée. Parce que les choses ont été prononcées. Donc, tout restera dans le cercle. On va lui dire, effectivement, c'est ton père, c'est papa aimant. Tout à fait. Mais comme il n'est pas de la même famille que ton père génétique chez qui tu as passé, on lui fait des rituels, effectivement, pour que ses enfants, même s'ils tombent amoureux des petits-fils de papa aimant, qu'ils n'y puissent pas, l'inceste n'est pas établi. Donc, on coupe ce lien. Très bien. On coupe ce lien-là. C'est ce que nous appelons dans notre science les cantiques. Bon, c'est plus compliqué. Et nous, c'est nous qui avons... Voilà. Les cantiques. Vous qui avez fait l'école supérieure, l'université, vous ne connaissez pas ça. Les cantiques réservé. Les doctorats. Voilà, c'est réservé pour nous les indigènes. On moquait les cantiques de Marie. Non, les sciences invisibles qu'on appelle les noumènes et les cantiques, vous ne maîtrisez pas. On va revenir. Vous maîtrisez les phénomènes. Donc c'est à rentrer dans votre monde visible. Merci à vous, mon Bengagne. Merci à vous, madame, messieurs. Nous attendons vos propositions. Pendant qu'on y sommes, voici la colère. Je m'interroge ce jour sur la question
de la dette extérieure du Cameroun. Le Cameroun est très et trop endetté, malgré le fait qu'on évoque toujours la soutenabilité de la dette. J'aime cette expression. Le rapport rendu public par la Banque mondiale sur la situation de l'endettement de certains pays et qui fait du Cameroun le deuxième pays le plus endetté dans un panel de 8 pays francophones en Afrique, juste derrière le Sénégal, tout en ressortant les différents bailleurs de fonds auprès desquels notre pays est redevable, met en évidence, s'il en était encore besoin, la dérive économique et financière du Cameroun sous la houlette des dirigeants actuels. Comment comprendre que 14 ans après l'annulation totale de sa dette publique extérieure, suite à l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPTE, le Cameroun est encore, selon le rapport de la Banque mondiale, le pays qui réalise l'endettement public extérieur le plus important dans toute l'Afrique francophone. Bravo. Bravo à nos dirigeants camerounais. Savez-vous que le fruit de cet endettement n'est pas perceptible à aucun endroit que ce soit? Aucun projet initié depuis 2006 n'est achevé à ce jour convenablement sans avoir connu des avenants et des modifications de parcours. Les barrages hydroélectriques, les infrastructures sportives et routières sont très loin d'être achevées, malgré le fait qu'elles ont déjà à ce niveau englouti des sommes qui auraient pu permettre de multiplier par 2, voire par 3 le nombre attendu de ces infrastructures. On est passé de complexes industrialo-portuaires à ports autonomes. On est passé de complexes sportifs à stades. Pourtant, le budget initial n'a pas du tout changé. Où est passé l'argent cause de notre surendettement? Quelle est l'identité des pilleurs de fonds de cette République? L'inquiétude sur ce sujet, pour ce qui concerne le Cameroun, réside non seulement au niveau du montant, mais surtout dans l'accumulation des dettes improductives. Comment comprendre que le fruit de cette course à l'endettement effréné contraste avec le sous-développement qui ne cesse de plonger et de nous enfoncer? Comment comprendre que le gouvernement, pour tenter de rassurer les Camerounais, invoque en permanence la soutenabilité de notre dette en se référant au ratio dette-produit intérieur brut du Cameroun, environ 30%, qui est inférieur au seuil de non-dépassement prescrit en zone CEMAC, qui est de 70%. On ne saurait au Cameroun apprécier la dette par rapport au produit intérieur brut, PIB. Le PIB n'est pas un indicateur fiable à partir du moment où personne ne connaît le PIB du Cameroun. Est-ce que la production des Camerounais en zone rurale est prise en compte dans le calcul du produit intérieur brut? Point d'interrogation. Plus de 90% des Camerounais en zone rurale vous diront qu'ils n'ont jamais vu un agent quelconque de la statistique venir les questionner sur la quantité de leurs produits écoulés sur le marché. Le cas des tomates, le cas des ignames, le cas des maniocs ou encore du macabo. On ne saurait par conséquent faire des calculs de ce ratio sur la base d'un PIB flou et évanescent. Quand bien même ce PIB est connu, on ne fait la course avec personne pour son développement. Savez-vous que l'annulation de la dette extérieure en 2006 était assujettie à l'utilisation des fonds qui devaient servir à son remboursement pour la réalisation des projets et infrastructures dans le programme C2D? Je vous invite donc à ajouter les fonds C2D à l'endettement actuel du Cameroun pour en saisir le niveau réel. N'y a-t-il pas lieu de comprendre pourquoi est-ce que l'État camerounais, au vu de son surendettement, s'est lancé dans l'aventure de l'emprunt obligataire auprès des souscripteurs privés nationaux, puisque sa solvabilité externe est totalement écornée du fait du volume faramineux de son endettement auprès des partenaires extérieurs? Point d'interrogation. Cette situation nous amène à nous poser 2 questions. Pourquoi Exim Bank of China a suspendu le financement
de l'autoroute Douala-Yaoundé, alors que la Chine est actuellement le plus gros créancier du Cameroun. La tentative avortée d'instaurer une taxe consommateur sur les téléphones portables et autres terminaux ne semble-t-elle pas traduire que la mauvaise gestion étatique a puisé toutes les ressources financières disponibles et que face aux difficultés d'obtenir de nouveaux emprunts extérieurs, le gouvernement rechercherait désespérément des voies de renflouement des caisses de l'État? Point d'interrogation. L'endettement extérieur du Cameroun était de 6 650 milliards, soit 266 000 francs CFA par habitant avant le confinement. Et avec l'aide du FMI, de 6 515 milliards après le confinement, soit 260 600 francs CFA par habitant en termes de dette. Même les enfants issus du confinement sont déjà endettés. À ce jour, les intérêts annuels de notre dette font 250 milliards. On ne parle pas du principal. Qu'ont-ils fait avec tous ces emprunts? Ont-ils construit l'usine de fabrication des consommables pour hôpitaux après transformation de 40% du coton camerounais? Ont-ils pensé à l'usine de poulet de Bafang, le projet d'eau, le projet dans l'eau, l'usine de manioc de Saint-Mélimar? L'usine n'a pas fonctionné même un mois. L'usine de riz de Galim. Ont-ils passé à l'usine de pommes de terre de Babadjou? Ou encore, on va dire l'usine de projet de poulet de Bomono? Cet argent est allé où? Savez-vous qu'à ce jour, le Cameroun est le deuxième pays le plus endetté des 8 pays d'Afrique noire francophones? Le Cameroun est plus endetté envers les prêteurs multilatéraux, c'est-à-dire les ONG, les organisations internationales financières, autant pour moi. Le Cameroun est le pays le plus endetté envers la Chine. La dette du Cameroun envers la Chine représente à elle seule la moitié de ce que les 8 pays de la zone francophone doivent à l'Empire du Milieu. Le Cameroun est le deuxième pays le plus endetté envers la France, envers le Japon, envers la Turquie, envers les États-Unis, envers les autres pays, les 8 autres pays. Le Cameroun est le troisième pays le plus endetté envers les détenteurs d'obligations. Alors dites à vos enfants qu'avant de naître, ils sont déjà endettés jusqu'au cou. Le peuple, quant à lui, ne sait pas à quoi servir cette dette, raison pour laquelle il y a lieu de s'interroger, voire de s'inquiéter. Il se trouve malheureusement que le Cameroun a contracté des dettes pour des projets mal pensés, non engagés, mal engagés, puis abandonnés par la suite. On peut citer, entre autres, les complexes industriels-portuaires de Kribi, qui n'a cessé de changer de nom. On le dit, on s'en plaint, mais il continue à dire à Yaoundé que le principe de soutenabilité est encore là. Nous n'avons rien à craindre. Dans le noir, on est endetté. Sur le plan officiel et à la lumière, on est surendetté. Chers Camerounais, préparons-nous à nous battre parce que sur nos têtes désormais, nous avons des dettes à rembourser. Merci Charles Amel Mbachou, merci pour cette colère ce matin. Le Cameroun se reconnaît-il dans cette colère, ou les Camerounais comprennent-ils en réalité que la dette de ce Cameroun est portée sur chacune des têtes des Camerounais? Vous devez 260 600 francs CFA, vous. Donc multiplié par nous sur le plateau, je dis nous tous, chacun par habitant au Cameroun, on a une dette de 260 600 francs CFA à rembourser après le confinement. Donc oui, chacun, tous les Camerounais. Après le confinement? Oui, avant le confinement, on était à 266 000, grâce à l'aide de la Banque mondiale qui a un peu diminué, on a 260 000. Non, grâce au prêt de la Banque mondiale. Nous sommes à 260 600 francs CFA par habitant au Cameroun de dette. Voilà. On ne sait pas quand est-ce qu'on a contracté cette dette-là. Non, mais quand un enfant naît aujourd'hui, il a déjà 200 000 à payer. De dette. Et plus il a un an de plus, les dettes augmentent. On paye ça où? Vous voulez vous acquitter? Oui, auprès des gens qui vous ont donné. Vous voulez vous acquitter de la vôtre? Oui. Ok, vous pouvez d'abord passer par le ministère des Finances. On vous a demandé de payer les taxes sur les téléphones, vous avez pleurer. Merci beaucoup, je vous en prie. Mais c'est que c'est grave. On peut parler, on en rit, mais c'est quand même assez grave. À quoi ça sert donc justement de contracter autant de dettes? C'est pour le développement? C'est pourquoi concrètement, Dominique, de votre point de vue? Dit-on.
c'est pour le développement. Parce qu'en principe, certains pays se rapprochent de certains débiteurs, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, des débiteurs ou bien des créanciers, et font appel à des fonds pour investir et que ça produise pour qu'il y ait des intérêts après. Mais je crois que le problème remonte aux indépendances. Je crois que Mbongbok va se déployer à ce niveau-là parce que bien avant même que, dès qu'on a acquis l'indépendance, on nous a dit, ok, comme vous êtes libre là, sachez que vous devez payer des dettes. Et donc, il a fallu donc prendre des dettes pour payer les dettes, ainsi de suite, un enchevêtrement de dettes. Donc maintenant, le cas du Cameroun est problématique. Est problématique parce que toutes les dettes cumulées, si je ne me trompe, on est à près de 8 000 milliards. Déjà, on frôle bientôt les 9 000 milliards dans la globalité. En 2018, on nous a annoncé que il y avait 203 projets qui auraient dû être réalisés avec toutes ces dettes-là. C'est vrai que les dettes remontent déjà à 2006 et jusqu'aujourd'hui, rien. On a eu le congrès de Genève, la 9e édition du congrès de Genève où il fallait présenter les projets qui devaient faire appel à des fonds. On a l'extension du port autonome? Non, il y a une société qui fait l'aluminium là. Alucam. Voilà, l'extension, il y avait l'extension d'Alucam, il y avait une ferme avicole à Menganga, une ferme avicole à Yaoundé, il y a le barrage de Mekin, il y a également la route d'Akob. Voilà, ce sont les noms que je ne retiens pas. Il y a quasiment une cinquantaine et une centaine de projets qui auraient dû être mis sur pied. Il y a également les constructions de routes qui devaient être faites au niveau d'Akom 2 et Bolova-Kribi qui devaient être... Mais rien n'a été fait. Bon, venons tout de même vers ce qui, disons, a commencé à être fait. On a eu l'autoroute Douala-Yaoundé qui jusqu'aujourd'hui n'est pas encore achevée et continue de demander de l'argent. On a également l'autoroute Kribi-Belabo. Oui, on a l'autoroute Yaoundé-Douala, la phase du port de Kribi qui n'est pas encore achevée, mais on continue. Voilà. De la Banque africaine de développement. Voilà, il y a le tronçon Kumba Mundemba, oui, qui n'est pas encore, mais qui aurait dû, en principe. Donc, la question qu'on se pose donc aujourd'hui, c'est, on continue de payer les intérêts. Mais les intérêts, rien ne produit. Ça ne finit pas. Parce que lorsqu'on va même dans une tontine prendre de l'argent, c'est parce qu'on sait qu'on va aller multiplier, entre guillemets, cet argent et venir donner avec des intérêts. Donc c'est pour ça que certains économistes estiment que la dette du Cameroun est insoutenable. On ne peut pas en arriver là. Et je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais aujourd'hui, la Chine est en train de gagner du terrain. Rendez-vous compte que j'ai l'impression que chaque jour, il vous donne de l'argent et après, il vous exonère de la dette. Mais quelle est la contrepartie qu'on donne chaque fois qu'ils nous donnent de l'argent et qu'on ne rembourse pas cet argent? Parce qu'en Angola, ils ont subi des choses. Ils ont pris de l'argent et après, ce sont leurs ressources qui ont été données en contrepartie puisqu'ils ne pouvaient plus payer. Au Mozambique également, il y a eu ce problème-là. Au Sri Lanka aussi, il y a eu la Chine qui a gagné du terrain. Imaginez un peu que on a eu Exim Bank, par exemple, n'a pas été contente du fait qu'on n'ait pas donné notre facture. Il y avait un 64 milliards qui devait être donné, mais le Cameroun n'a pas donné sa contrepartie. Ils se sont fâchés et puisqu'ils ont l'ascendant sur nous, ils arrêtent les travaux. Nous, on ne peut pas. Donc, tout dépend exclusivement de ces personnes-là qui donnent de l'argent. Donc, à la base, les dettes, les prêts, c'est bien. C'est bien, mais lorsqu'on les prend, il faudrait investir dans des métiers qui sont porteurs. Si on va à l'étranger prendre de l'argent, si on va en France ou aux États-Unis ou bien en Chine prendre de l'argent, il faudrait industrialiser le pays. Il faudrait électrifier le pays, hydrauliser le pays pour que les industries en elles-mêmes, la coordination de tout puisse nous permettre de solder la dette. Et c'est pour ça que Thomas Sankara, à son époque, disait que les personnes qui nous demandent de payer la dette aujourd'hui sont les personnes qui nous ont colonisés. Donc pour lui, il était contre le fait que les Africains de base aient des dettes à payer aux colonisateurs. Merci beaucoup Dominique Audrey Oyengelek. Ah ben là, est-ce qu'il va falloir d'ailleurs même payer cette dette-là au fond?
est-ce que c'était dès qu'il faudrait payer aujourd'hui quand on connaît justement ce que traverse le Cameroun? Avec le bois camerounais qui, dit-on, appartient à un Français, du moins la moitié du bois camerounais appartiendra aujourd'hui à un Français. Est-ce qu'il faudrait payer cette dette? Est-ce qu'il faudrait payer cette dette quand on sait exactement comment est-ce que l'Occident s'emploie tout le temps à exploiter le sous-sol camerounais? Est-ce qu'il faudrait payer cette dette quand on sait ce qui se passe aujourd'hui dans des zones comme Monfé, ou encore même dans le nord et le sud-est du Cameroun, où on sait en même temps qu'il y a des gisements de pétrole de ce côté? Est-ce qu'il faudrait payer cette dette en réalité quand on sait effectivement ce que nous avons vécu avec l'esclavage ou encore la colonisation? Bon, même si on n'a pas vendu le sous-sol, attention, vous dites qu'on n'a pas vendu le sous-sol, on vous dit qu'à un certain niveau, le sous-sol camerounais n'appartient plus aux Camerounais. Voilà. Mais il faudrait, Michel, que les Qui Camerounais doit sachent rembourser cette dette? Pourquoi je ne sais pas. Est-ce qu'on ne peut pas dire comme Sankara qu'on ne paye pas? Vous auriez dû le dire dès le départ. Oui, mais quand on dit qu'on ne paye pas, vous faites aujourd'hui, quoi? cette dette, en réalité, n'est pas la dette des Camerounais, c'est la dette du régime. Parce que cet argent ne profite pas aux Camerounais. Donc, justement, les Camerounais devraient aujourd'hui demander au régime, De ramper leur dette. monsieur et madame, vous qui êtes au pouvoir, qu'est-ce que vous avez fait de l'argent de ce Cameroun? L'argent de l'eau. Allez rembourser l'argent que vous avez emprunté aux uns et aux autres hôpitaux. et vous laissez le peuple tranquille. Des écoles. On a vu les écoles hier. Est-ce que nos enfants vont dans des écoles dignes de ce nom? Donc, on va dire justement qu'en 38 ans de règne, on a eu 38 ans de dettes. 38 ans, oui, des dettes, on se pose la question. Est-ce que c'est justement le meilleur héritage qu'on a aujourd'hui de Paul Biya? Parlons-en en deuxième partie, madame, messieurs. Allez, bon retour, madame, messieurs. Merci à vous de trouver de l'intérêt pour 10-12 le Zénith à l'instant. Nous vous rappelons simplement que nous sommes le 4 novembre 2020 et vous le savez, c'est une date importante dans l'histoire du Cameroun. 4 novembre, c'est le jour d'ailleurs de décès, bien évidemment, du premier président de la République du Cameroun, Amadou Ahidjo. 4 novembre 1982. D'aucuns disent justement que c'est le jour où celui-ci avait décidé de vendre le Cameroun. On ne sait pas trop pourquoi on le dit. Mais quand même, on va, juste pour rire en même temps, on va justement rappeler que le 3 novembre, donc d'hier, nous étions dans une belle commémoration du journée de deuil pour un illustre d'ailleurs et éminent homme du Cameroun. Il s'agit bien sûr de Félix Roland Moumié, médecin de son temps, mais surtout acteur majeur pour le nationalisme camerounais. Il y a 60 ans aujourd'hui, il mourait, on dira entre autres, tué par des services secrets français aujourd'hui. Le regard reste encore rivé vers le Cameroun qui n'a jusqu'ici fait aucune commémoration officielle pour Félix Roland Moumié, ce qui est d'ailleurs inexplicable. Et on le sait, aujourd'hui à Montpellier, une rue porte le nom de Félix Roland Moumié. Au Cameroun, malheureusement, même pas un sentier de reconnaître Félix Roland Moumié comme étant un des héros, illustre d'ailleurs héros de la nation camerounaise, acteur important dans le nationalisme camerounais. Bienvenue à vous pour la deuxième partie. Nous tentons de comprendre bien sûr la réalité autour de la dette camerounaise, cette dette intérieure mais surtout extérieure qui nous interpelle ce matin avec des chiffres mais alors importants. Charles Hamel le disait à l'instant que nous sommes pour chaque Camerounais d'ailleurs obligés à payer une dette de près de plus de 266 000 francs CFA pour pouvoir restituer les dettes que nous avons hors du Cameroun. Seulement la dette extérieure. Seulement la dette extérieure, puisqu'il y a également la dette intérieure. Les dettes du club de Paris, ça part. Il y a les dettes intérieures, ça part. Donc seulement la dette extérieure. Avec le Fonds monétaire international et certainement avec la Banque mondiale également. Donc il faut bien comprendre, le Cameroun pourra-t-il s'en sortir? Et nous nous posions la question tout à l'heure. Est-ce que c'est le meilleur héritage que le renouveau laissera aux Camerounais? Le renouveau a-t-il réussi ou pas? Pourquoi tant de dettes au Cameroun? Et on continue encore de parler du principe de soutenabilité, Karine Sontia. Bien sûr, puisque vous pouvez toujours soutenir votre dette parce que à 38,3%... Le Cameroun peut encore en bénéficier? Oui, parce que vous savez que vous n'êtes pas encore à 39%. Lorsque vous êtes à 39%, vous atteignez le plafond et ça fait que votre pays est en faillite. Sauf que le Cameroun est à 38,3%, donc il peut encore soutenir 0,7%. Attendez, 38,3%. Il faut à 39% pour mettre fin. Non, pour que la dette soit, le pays soit en faillite.
Il faut que votre dette soit à 39% de votre PIB pour que vous soyez en faillite. Sauf que le Cameroun est à 38,3%. Maintenant, je vais vous expliquer en quoi consiste notamment le principe de la soutenabilité de la dette. Il faut prendre déjà deux facteurs principaux. Il y a d'abord la croissance des ressources avec lesquelles la dette sera remboursée. C'est pour ça que lorsque vous prenez des dettes, vous devez investir pour que ce soit rentable. Question de rembourser votre dette. Il y a l'évolution du déficit qui est à l'origine de l'endettement. Qu'est-ce qui vous a poussé à endetter? Maintenant, quand vous avez fini de prendre l'argent, est-ce que vous avez réussi à investir pour que ce déficit-là soit comblé? Sauf qu'au Cameroun, ce n'est pas toujours le cas. Est-ce que les projets pour lesquels on s'endette sont finalement réalisés? Voilà les questions qui poussent à analyser la soutenabilité de la dette. Il y a aussi, entre autres, le taux de change réel au moment où on évalue la soutenabilité de la dette. Parfois, il y a les flux, il y a une fluctuation au niveau monétaire du dollar et autres. Il faut évaluer à partir de là pour savoir si votre dette aussi pourra être soutenable. Dans notre sens, il y a le fait que la soutenabilité de la dette ne dépend pas juste de facteurs économiques. Elle dépend aussi des facteurs sociaux et politiques. Donc, il faut interroger la stabilité sociale du pays et la stabilité politique du pays. Sauf que le Cameroun, depuis 2016, est en crise. Et la crise est à la fois économique et politique et même sociale. Donc, si votre pays n'est pas socialement stable, vous risquez de continuer à emprunter pour avoir des armes, à emprunter pour payer les fonctionnaires, à emprunter. Maintenant, c'est pourquoi, à long terme, le rapport entre la dette et les ressources reste stable. L'exportation, lorsque vous réussissez à produire et à exporter, votre rapport entre la dette et le remboursement peut rester stable. Mais au Cameroun, on importe plus qu'on exporte. Ça fait que quand on fait des prêts, ces prêts-là servent parfois à faire importer d'autres produits qui ne rentrent pas dans l'économie du Cameroun en termes de rentabilité. Du coup, vous n'arrivez pas à rembourser l'argent que vous avez emprunté. Et vous allez voir, le Cameroun va vouloir éponger ses dettes notamment en investissant sur les produits pétroliers. Le Cameroun va investir sur d'autres choses, se rabattre sur le pétrole, des emprunts obligataires afin de limiter la dette. Mais en 2019, notamment, le FMI a conseillé au Cameroun de ne plus faire des emprunts non concessionnaires. Ah bon? Oui, mais le Cameroun a insisté. Et le Cameroun a continué à le faire. Pourtant, le FMI préconisait que le Cameroun respecte le plan de décaissement des prêts contractés, mais non décaissés. Donc, les prêts qu'ils ont contractés et qui n'ont pas encore retirés, ils devaient avoir un échelonnage pour pouvoir retirer cet argent progressivement. Sauf que le Cameroun n'a pas attendu l'échelonnage. Ils ont retiré ça rapidement. Maintenant, il y a aussi que les Camerounais n'arrivent pas à hiérarchiser les projets lorsqu'ils font des prêts. Quand on fait un prêt, on veut réaliser tout au même moment. C'est là où on veut faire les poulaillers, c'est là où on veut faire les routes, c'est là où on veut construire les barrages, c'est là où on veut tout faire avec le prêt. Et du coup, on se perd à dilapider de l'argent dans plusieurs projets et pourtant, finalement ne sera pas réalisé. Donc ça fait que aujourd'hui on va questionner le train de vie de l'État, on va questionner la rentabilité efficiente des investissements, mais il faut comprendre que le Cameroun aime les dettes. Et non seulement Cameroun aime les dettes, Dominique Audrey, et surtout, vous le disiez tout à l'heure avec la question du développement. Finalement, les chiffres également qu'on a, entre autres, font froid dans le dos. Effectivement, sachez que pour les 10 000 logements sociaux qui devaient être construits sur 2 ans, je ne sais pas si c'est déjà effectif, ça a demandé 275 milliards de francs CFA. Oui. Maintenant, il y a énormément de questions qu'on peut se poser. Il y a également la route de Yoko-Chibachi à 195 milliards de francs CFA. Est-elle effective? Allons même au niveau de Photocol là-bas, pour le bitumage de la route de Maltam, Photocol, 72 milliards de francs CFA. Est-ce que ça a été effectif? Les différentes adductions d'eau, on a vu ici, je crois que c'était le mois dernier, comment dans la région du Nord, là-bas, les gens boivent, je veux dire que de quelle eau les Camerounais boivent là-bas. Donc aujourd'hui, oui, ça breuve. Malheureusement, aujourd'hui, on est donc obligé de payer ces dettes à ces pays-là, à la Chine, à la France. Je ne sais pas, j'ai oublié les chiffres sur la Chine, Charles Armel. On a plus de 3 000, 4 000 milliards en termes de dettes avec la Chine. Avec la Chine. Voilà. Donc, oui, nous sommes un peu des locataires, les quoi. partenaires privés chinois qui ont emprunté beaucoup d'argent, qui ont donné beaucoup d'argent. Alors, c'est dit, si on va plus loin, si on veut véritablement aller
de dette en dette, de contrat, si c'est détaillé en fait, on n'est pas sûr que les 6 000 milliards dont on parle aujourd'hui en termes de dette extérieure serait le chiffre en lui-même. On risquerait d'aller à 10 000, peut-être même voire 20 000, pour dire en réalité que c'est une question extrêmement importante. Est-ce que le Cameroun, Boman Bengam, pour les Camerounais qui nous regardent ce matin, ils devaient mettre en tête que le Cameroun est vendu par le régime en place et tout est fait justement pour que les Camerounais meurent à petit feu chaque jour? Bon, je pense que je ne maîtrise pas l'économie, mais le terme exact qui me semble approprié, c'est liquider. Le Cameroun est liquidé. Donc quand on dit qu'on est vendu, c'est qu'on est même... on parle de la liquidation. Parce qu'il n'y a plus rien. La preuve, regardez le dernier remaniement ministériel. Vous savez pourquoi on a enlevé Paul Motazé à l'économie, on l'a envoyé aux finances et on a pris celui des finances. Parce que le chef de l'État leur a dit, prenez l'argent partout où vous voulez. Comme Motazé signait le ministère du plan, de la planification, vraiment, il était le plus grand planificateur du monde. Il a pris l'argent partout. Il a pris que va d'abord garder, il prend un autre. Il dit, voilà, toi tu es le fils d'un ancien gouverneur. Vraiment, s'il prend l'argent partout, voilà comment il a dit à ses deux fils, prenez-nous l'argent. Sans savoir, comme disait Karine, on va rembourser. Qu'est-ce qui nous amène à prendre l'argent? On va rembourser comment? Prêtez d'abord. Il dit, prêtez, prenez. C'est justement ça même inquiété M. Tawamba. Dernièrement, lors de leur réunion, je parle de Cameroun Business Forum, oui, je pense. Oui, c'était le 18 mars 2009. Il a dit ça au Premier ministre. Mais attendez, vous avez prévu des taux de croissance, mais tout est stagné. Parce que pour comprendre ça, voilà ce qui se passe. En avril 2006, on vous dit, vous avez atteint le point d'achèvement d'initiative PPT. Oui. Donc, les dettes sont annulées et tout. L'argent, voilà, la France commence à vous dire, CDD, bon, l'argent qui sera investi dans le développement et tout. Mais sauf que, en 2009, on commence à évaluer. On dit la dette est à 1445 milliards. En 2015, ça double. Ça part à 3287 milliards. Et là où on vous dit que non, maintenant, il faut que, ils ont un document qu'ils appellent DESE, qui projette donc en 2020 à 23% de taux d'investissement. Et rien du tout. Comme ça, puisque ça a stagné en 2015, il fallait pour Célestin Tawamba environ 7 000 milliards de francs investis pendant une période de 7 ans, c'est-à-dire de 2015 à 7 ans en 2022. Or, on ne peut pas. Vraiment, puisqu'on parle au Camerounais terre à terre, lorsqu'on prend toutes ces dettes, les Camerounais sont conscients que l'on prend autant de dettes. Peut-être ne savent même pas, puisqu'on en parle ce matin. Est-ce que les Camerounais ne peuvent pas dire à Paul Biya, monsieur le chef de l'État, en 38 ans, rendez-nous compte des dettes que vous avez contractées auprès des partenaires étrangers? Parce que nous ne pouvons pas, bientôt vous partirez, sauf si vous êtes encore là. Nous, qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir rembourser cette dette? Qui va rembourser cet argent? Est-ce qu'on a pensé aux générations à venir? Est-ce que c'est en contractant de pareils montants que l'on doit tout faire pour vendre le sous-sol camerounais à ces étrangers, du moins les liquider? Mais les Camerounais ne peuvent-ils pas demander de compte à Paul Biya aujourd'hui? Mais justement, Paul Biya le savait. Il le savait et il savait qu'il allait laisser un pays en lambeaux. C'est pour ça qu'il a voulu faire en sorte que entre le discours politique et le discours social, il y a une rupture. Vous verrez que les politiques se déploient tant bien que mal, comme s'il n'existait pas de syndicats de la société civile, des autres organisations. Je vous dis simplement, parlons du cas des médicaments. L'ordre des pharmaciens n'a pas de bureau depuis un bon mot. Les bureaux est même arrivé à, comment vous dire, à expiration, comme pour utiliser le langage qu'on écrit sur les médicaments. Les bureaux est périmé. Mais ils n'arrivent pas, précisément parce que ils sont sous la coupe du ministère de la Santé publique. Il doit dire que, ok, vous pouvez. Vous voyez là où on amène la société civile à se comporter. Il en est de même de l'ordre des avocats, des experts comptables, tout. Ne parlons pas des autres syndicats. Donc on a mis ce fossé-là pour que les Camerounais n'arrivent pas à se communiquer.
C'est pour ça que vous voyez que quand un parti politique se déploie, il fait comme s'il le faisait seul. Et eux-mêmes, le Camerounais, c'est pour vous dire comment les Camerounais ne sont pas conscients du fossé qu'on a mis entre eux pour justement maintenir la dictature. Quand on prend le petit chiffre, je veux dire, le chiffre que Chalamel a évoqué ici, par Camerounais, s'il fallait justement faire une division pour la dette extérieure, votre enfant né aujourd'hui est déjà endetté. Vos enfants, ils sont déjà endettés. Il y a quelque chose qu'aurait pu mobiliser les Camerounais et demander les comptes boliviens. À un moment donné, comme développait Karine Sortia tout à l'heure, les partenaires internationaux ont dit non, vous êtes trop endettés. Même Christine Lagarde et Michel Sapin, ils ont dit mais vous embrassez trop de choses, vous ne pouvez pas. Le directeur de la Caisse autonome d'amortissement a dit la même chose. Et comment ils ont fait? Ils ont dit, emprunt obligataire, vraiment, chaque Camerounais peut même donner 10 000 francs à l'État. Venez, hein, il y a des projets. Jésus et Mahomet. On s'en souvient, Jésus et Mahomet. Ils ont dit, Jésus et Mahomet se sont réunis au ciel. Jésus et Mahomet se sont réunis au ciel. Ils ont convoqué une assemblée générale des saints et des anges. Le Cameroun sera développé en 2018. Bon, voilà. Les Camerounais, eux aussi, ils sont venus, ils ont commencé à donner l'argent à l'État. C'est où? C'est où? Justement, voilà. Maintenant, demandez dans le code alterne. Vous nous avez pris l'argent pour faire le projet de développement, c'est où? Mais on le sait. On réalise pas. Vous avez réalisé quoi? Dominique Gaudin a parlé de l'ASLU. D'abord, on détourne le projet. C'était comme il fallait commencer par la pénétrante Est de Douala. Mais c'est pour ça qu'on l'appelle autoroute Douala-Yaoundé. Mais eux, ils ont inversé en commençant par Yaoundé. Voilà. Il y a aussi le projet des MA60. Hein. Voilà. Oui, ça a demandé des financements, mais maintenant... Là-bas même, c'est très grave. C'est-à-dire que la Chine vous dit, avion sur catalogue, c'est 4 milliards et demi. Vous dites que 4 milliards, comment? Nous, on paye un avion à 9 milliards. Avec au cadeau. Au point où ils ont payé 2 avions, la Chine a vu que comme le Cameroun nous donne beaucoup d'argent, on leur donne un avion. Non, au quartier, on dit tâche. On dit tâche. On vous donne l'avion. Vous voyez dans quelle situation on s'amuse avec les Camerounais. Je voudrais peut-être aussi exprimer l'indignation en tant que Camerounais. Quand on apprend qu'on soit à un tel niveau de dette et que tout enfant qui naîtra aujourd'hui au Cameroun est de fils endetté. Le Cameroun est le 2e pays le plus endetté en Afrique francophone après le Sénégal. Attendez, comme Dominique, parce que ça aussi il faut le dire, la France avait conçu ça comme ça. Oui. Depuis 1945, on nous a mis sur ce qu'on appelle l'appui du Fonds d'investissement pour le développement économique et social des pays d'outre-mer. Et c'est ça qui nous a accompagnés jusqu'en 1990. D'abord, ça nous a permis d'élaborer les 2 premiers plans quinquennaux. Parce que ceux qui ont, bon, vous qui étiez allez plus loin que moi, vous avez eu les coopérants dans des lycées jusqu'en 1990. Ils venaient, est-ce qu'en 1990, le Cameroun avait besoin des professeurs de mathématiques et de sciences physiques qui venaient de la France? Or, on en a eu. Très bien. Allez. On va justement tenter de comprendre. C'est ahurissant quand même. Et c'est assez gênant de savoir que le Cameroun soit à ce niveau d'aide d'achat. La même Bachou. Peut-être les Camerounais qui nous regardent ce matin voudraient savoir, tout comme moi ici, qu'est-ce qu'on peut faire pour en sortir? Changer le régime? Monsieur Michel Ngassou, que ceux qui ont contracté remboursent d'abord. Je ne dois rien à personne. Que ceux qui ont contracté remboursent d'abord. Beaucoup de Camerounais, vous employez les gros mots, soutenabilité, PIB, ils ont perdu. Dites aux Camerounais que voilà comment les gars font pour nous tuer. Monsieur Michel Ngassou, j'ai perdu ma femme. J'ai besoin d'argent pour faire le deuil. Monsieur Ngassou me demande, il te faut combien? Je dis non, j'ai besoin même de 3 millions. Monsieur Ngassou met 3 millions à ma disposition. J'organise un faux deuil, mais j'achète les habits de ma femme et je lui achète une super voiture. Je reviens te voir maintenant que vraiment, comme je fais là, les enfants sont dehors. Il faudrait vraiment qu'on puisse permettre qu'ils aient une salle d'études pour étudier. J'ai besoin d'argent. Aide-moi à construire ne serait-ce qu'une salle d'études pour permettre à mes enfants d'étudier. Tu dis, il te faut combien? Bon, le maçon fait le devis, il faut 6 millions. Tu me donnes 6 millions, je pars, j'achète un terrain. Je fais terrasser, j'attends, je te le calcule encore. Je reviens te voir pour dire, mais attends,
Est-ce que tu sais qu'avec la maison qu'on a conçue là, je n'ai même pas pu mettre la toiture parce que la mercuriale et tout ça, vraiment, aide-moi. Tu me dis que là où je suis, je te dois déjà me dire non, laisse, il y a encore moyen de soutenir. On va gérer ça parce que dans le sous-sol, il y a des choses. Aide-moi. Tu prends 10 millions, maintenant ne reviens plus me voir. Je finis de construire la maison, je mets les pavés jusqu'en route. Je reviens te voir pour te dire que j'ai des voisins, on n'a même pas l'eau qui coule. Aide-moi, on va nous attirer la lumière. Vraiment, mon système, mon quartier souffre. Tu portes 20 millions, tu me donnes. Au lieu de venir mettre, j'achète les ampoules rechargeables, je mets dans ma cour. J'achète les groupes électrogènes, je mets dans ma cour. Je creuse mon forage et je dis aux gens à quelle heure vont venir puiser l'eau. Je t'appelle, je fais l'inauguration, je te dis, tu vois. Voilà ce qu'on vit au Cameroun en fait. C'est-à-dire, ce qui doit être servi, ce qui doit servir au bien-être du peuple, est détourné et géré à des fins. Toutes les lignes, tout ce qu'on avait arrêté comme budget, comme projet, a servi plutôt à faire autre chose que ce que c'était censé faire. Monsieur Michel Gathiou, n'ayons pas... Les gars de la Banque islamique sont descendus, la Banque africaine de développement sont descendus pour voir les projets qu'on avait engagés, pour lesquels ils avaient financé. Ils ont mis les mains sur la tête, ils sont rentrés. Et ce jour, lorsqu'ils sont arrivés, on a organisé la plus belle soirée, préparé les plus beaux mains, mettre les filles qui se lavent avec les eaux qui sortent. Au calcaire. Oui, monsieur. L'eau de calcaire. On les a entourloupés, ils sont rentrés comme on avait fait avec les gars de la CAF. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a une dévaluation qui est en train de se préparer. Cette dévaluation, regardez comment la France, regardez comment ce pays est véritablement acculé, le reconfinement et tout. Mais la France est au bout. Vous allez subir bientôt, je vous l'ai dit, oui. Ça peut être une profession. Justement, je vais rebondir, Charles, pour dire la dette ou encore tout ce que le Cameroun a au niveau de la France, au niveau de la Banque française aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas la France elle-même qui est l'un des problèmes fondamentaux de ce que nous vivons aujourd'hui? Si la France nous restitue ce qu'elle nous doit, ce que nous avons justement gardé dans le trésor français, ne pouvons-nous pas, nous en tant que Camerounais, nous en tant qu'Africains, dire nous récupérons ce qu'on a dans le trésor français et nous payons nos dettes à la Banque mondiale, au FMI? Monsieur Michel Gathiou, je vous réponds car j'avais un exemple camerounais. Ça fait 2 ans. L'année dernière, le ministre Nganou Messi a résilié le contrat de 392 entreprises qui avaient gagné des marchés publics et qui n'avaient pas réussi à livrer. Qu'a-t-on fait à ces entreprises? Cette année, il vient de résilier plus de 400 entreprises qui ont gagné des marchés, construction de routes, création de points d'eau et tout et consorts. On vient de résilier M. Michel Gathiou. Qu'a-t-on fait à ces entreprises qui ont déjà décaissé de l'argent? Vous voyez la France où c'est nous? Les voleurs sont là, les pilleurs sont là, les détourneurs sont là. Ce sont nos élites des villages. Ce sont les gars qui arrivent au village. Oh, président, président. On dit, bon, c'est mes petits du village, mettez les casiers là, ils boivent. On dit, le président est arrivé. Non, laissez, comme le chef de l'État m'a confirmé, je vous rassure, beaucoup de choses vont changer. Taisez-vous. Mais c'est ça. Interrogez. Est-ce qu'un fonctionnaire, M. Michel Gathiou, peut rouler avec une voiture, fut-il directeur, peut-il rouler au Cameroun avec une voiture de 95 millions? Est-ce qu'un directeur peut, dans ce Cameroun, si avec son salaire, le salaire qu'on connaît, construire des appartements meublés comme on voit d'Adouara, avoir des écoles futuristes comme on voit à Yassa? Est-ce qu'on peut, un fonctionnaire de cette République qui gagne normalement son argent, M. Michel Gathiou, est-ce qu'il peut se l'offrir? Non, ce sont cet argent. On vous a parlé des commissions, rétro-commissions, organisation des comités de supervision, comités de pilotage, comités de ceci. On achète des voitures pour le PIACI. Ils ont acheté plus de 80 voitures. Seulement pour la CAN. La CAN nous a coûté combien? En termes de crédit et de prêt, seulement pour la CAN, ça nous a coûté combien, Monsieur Mbathiou, vous finirez justement par nous mettre en colère sur ce plateau parce qu'on a souvent le dire, il y a des moments où nous entrons dans cette émission avec tout le sourire et on en reçoit avec vous oubliez toute la chose, colère. La stratégie de la Chine, je vais vous le dire. Les Chinois, ils évoluent par parler. Premier principe, c'est la terre. Toutes les zones où les Chinois ont acquis des terres, c'est des zones avec un sous-sol bêtement, insolemment riche. Ils prennent d'abord la terre, après la terre, ils cultivent, après la terre, ils vont s'intéresser au sous-sol. Quels seront les moyens qu'on va mettre en place pour contenir la Chine? Je voudrais ici, justement, le dire à Mondovision, que le cas de Mbankomo est un cas criard. Je vais dire Mbankomo à Yaoundé. On connaît les espaces que les Chinois ont achetés en Mbankomo à Yaoundé. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ces terres sont là. Beaucoup font semblant de ne pas les reconnaître. Je vais pas dire Mbankomo dans le centre. C'est très compliqué. Et c'est une question qui nous interpelle. Et on connaît aujourd'hui le montant, on va dire, la superficie de terres déjà achetées par la Chine.
aujourd'hui au Cameroun. Madame, monsieur, allons-nous nous en sortir? Allons-nous rester comme ça sans rien faire? Allons-nous rester comme ça sans rien faire, nous Camerounais, en réalité? Et voir comment on se moque du Camerounais à l'étranger, comment on se moque du Camerounais en Afrique. Je voudrais saluer également quelques-uns qui, une fois les Camerounais dans leur pays, vous disent « Ah, c'est vous le Cameroun? C'est vous qui avez à votre tête X? Voilà votre pays. » Merci beaucoup. Karine Sontia, je vous en prie les messages. With the blessing of the Father, he has nothing to fear. Par rapport à l'histoire du jour, il y a beaucoup de cas comme cette histoire au Cameroun. Il a été élevé par quelqu'un qui est censé être son père, un point, c'est tout. Cet homme connaissait que celui-là n'était pas son enfant et il a fait successeur pour nuire sa descendance au futur. Et maintenant qu'il a découvert qu'il s'entende avec les enfants légitimes, la SINEC nous donne une sale eau et Néo, pas d'électricité suffisante, même pour nos ampoules. L'industrie locale n'existe pas. L'école perd sa substance. La corruption bat son plein. Les églises et les bars ont trouvé un sol vraiment fertile. Le pays est vraiment dans de sales draps. Pierre Naïm. Certains Camerounais disent que le démon satanique... La Chine est maligne, elle sort l'argent sans problème. Bientôt, le Cameroun sera une province chinoise en Afrique, car la dette sera quasi impossible à rembourser. Un autre sujet, vous allez produire comment pour rembourser cela? Tous des voleurs de la République doivent rembourser cette dette. Un autre message, pendant longtemps, le bois camerounais a appartenu au père de Bernard-Henri Lévy. Vous allez payer... A appartenu à qui? Bernard-Henri Lévy. Le bois camerounais? Qu'est-ce qu'on dira de Giscard d'Estaing? Bon, évoluons. Oui, je voudrais bien qu'on nous dise qu'est-ce qu'il en est de Giscard d'Estaing, Valéry Giscard d'Estaing aujourd'hui, de Henri Lévy dont on parle aujourd'hui. Parce qu'il faut reconnaître que le bois camerounais, la France a encore la même mise sur ce bois camerounais et c'est très grave. Karine, nous écoutons. Peuple camerounais, vous n'avez pas de couilles, un seul ministre détourne 3 000 milliards et vous ne faites rien. Alors qu'on doit 6 000 milliards à l'extérieur. Lorsqu'un seul ministre détourne 3 000 milliards, c'est très grave au Cameroun. Yémalé dans le Wandafoukistanais m'ont déjà vendu. Les Wandafoukistanais m'ont déjà vendu. La Chine sera très bientôt propriétaire de nos ressources minières. Restons tranquilles, ça arrive. Un autre message, ce serait une consolation de voir au moins des investissements faits avec certains de ces milliards afin de sortir le pays de la misère. Mais chaque jour, les dettes sont souscrites et profitent uniquement à une tranche de la population. La Chine a commencé à construire les avions parce qu'elle fait du dumping sur les ressources minières pour financer leur industrie de transformation. Si on ne paye pas, quoi va faire? Tout ça, ce sont les choses de la terre. Que chacun ici est endetté à 256 millions. Qu'est-ce qu'on a été c'est qu'on a été millionnaire, hein? Sauf que ça a glissé. C'est déjà bon. On va se faire coloniser une deuxième fois, mais cette fois par la Chine. C'est grave. Merci Karine. Allez, merci à vous Madame, Monsieur. On reviendra tout à l'heure avec une nouvelle vague de vos lectures. Mais avant, nous vous rappelons que la toile bouge énormément avec des sujets mais aussi importants. Mais avant d'en parler, allons retrouver Consti Lamine qui est avec nous ce matin, qui nous retrouve pour le cadre du concept Salaka avec 1000 et un tapis. Consti Lamine, bonjour. Alors bonjour Michel Gathiou, bonjour à tous les téléspectateurs de cette émission et bonjour à tous les clients du concept Salaka. À ces clients, je ne cesserai de leur dire merci beaucoup. Alors je rappelle bel et bien que la double réduction continue encore et encore du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. C'est à l'occasion d'un très très grand événement qui se prépare le 4 décembre prochain à Douala. Et à l'occasion de cet événement, on a décidé de donner un mois de double réduction arrosé bien sûr de pas mal de cadeaux du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. Alors je rappelle bel et bien qu'il y a encore et encore quelques tensiomètres de très très bonne qualité qui sont en vente du côté du magasin 1001 tapis. Pour ceux qui ont besoin de prendre leur tension, pour ceux qui ont besoin bien entendu de contrôler leur tension, alors je vous conseille de venir au magasin 1001 tapis et acheter ce magnifique tensiomètre à un prix vraiment très très abordable. Retenez également, quand vous achetez un tensiomètre, on vous donne gratuitement un fer à vapeur. Oui, il n'y a que le concept Salaka
pour le faire. Nous allons tout de suite démarrer la vente de ce mercredi matin du côté du magasin 1001 tapis, tout en rappelant à tous nos clients que nous faisons des livraisons à domicile. Donc on n'a pas besoin de se déplacer, quelle que soit votre ville, quel que soit le pays, quel que soit le village, quel que soit le quartier, appelez le concept Salaka et achetez l'un de ces articles. Nous allons tout de suite démarrer la vente avec ce magnifique tapis de prière. Le prix de promotion, ce magnifique tapis de maison, autant pour moi, le prix de promotion est de 17 000 francs. Le prix de la double réduction est de 15 000. Que ce soit pour les bureaux, que ce soit pour la chambre, que ce soit pour le salon, un magnifique tapis d'origine turque, vous l'avez à 15 000 francs au lieu, bien sûr, de 17 000. On parle également de plus en plus des magnifiques robots mixeurs de balles. Oui, un robot mixeur qui vous permet d'écraser les condiments secs, qui vous permet d'écraser les crevettes, qui vous permet d'écraser les épices, qui vous permet d'écraser même les fruits. Vous l'avez à 11 500 francs au lieu bien sûr de 12 000. C'est à l'occasion de cette grande double réduction qui se poursuit du côté du magasin 1001 tapis. C'est neuf, c'est avec garantie. C'est tellement nyanga que ça écrase très très bien. Vous l'avez à 11 500 du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. Regardez ce qui s'affiche à l'écran pour dire tout simplement, ne demandez plus, virgule, les fers à vapeur, virgule, aux voisins, point virgule, parce que le concept Salaka vend les fers à vapeur à moins de 7 500 francs. Précisément, un fer à vapeur à 7 000. Il est dans le carton, il est d'origine, il est avec garantie. Vous l'avez à 7 000 francs, que ce soit pour repasser les tenues des enfants, le costume de monsieur, le pantalon de madame. Chacun devrait avoir un fer à vapeur à 7 000. Les ordinateurs complets. Ah ben oui, la rentrée scolaire bat son plein. La rentrée académique bat son plein. Les établissements, les entreprises, les particuliers, les commerçants, les designers, comme nos amis du côté bien sûr de Yaoundé, vous avez un ordinateur complet à moins de 45 000. Il a le disque dur de 80 Go, un écran plat 17 pouces, l'unité centrale, clavier, souris, on l'installe en anglais ou en français. Vous l'avez à moins de 45 000 francs du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. Régulateur de tension numérique. Oui, un régulateur de tension à moins de 16 000 francs. C'est du côté du magasin 1001 tapis. Regardez ce régulateur de tension. Ce n'est pas la baba, c'est un véritable régulateur de tension de qualité. Vous l'avez à moins de 16 000 francs du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. C'est à Douala au Cameroun. Ah ben oui, regardez la beauté de cet appareil. On l'appelle le Oofer. En anglais, on l'appelle Oufa. Pour nos amis anglophones, vous l'avez à moins de 35 000 francs. Un Oofer qui prend la carte mémoire, la clé USB. Il a 3 baffles, un son numérique et laser. Il a la radio. Vous l'avez à moins de 35 000 francs du côté du magasin 1001 tapis. On parle également de ce détendeur intelligent IGT. Ça permet de réduire la consommation du gaz. Ça permet de contrôler l'évolution du gaz. Vous l'avez à 11 500 au lieu bien sûr de 12 000 du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. Les bouilloires pour bouillir de l'eau, vous les avez à 6 000 au lieu de 6 500 francs. N'achetez plus n'importe quel bouilloire. Une mauvaise bouilloire peut exploser la maison. Venez au magasin 1001 tapis, achetez les vrais bouilloires à 6 000 au lieu de 6 500 francs pour bouillir de l'eau, que ce soit pour le café, que ce soit pour boire, que ce soit même pour faire le tapioca, l'eau chaude. Vous avez une bouilloire à 6 000 du côté du magasin 1001 tapis. On parle également de plus en plus, bien entendu toujours au magasin 1001 tapis, d'un robot mixeur. Il est grand, il est costaud, il est robuste. Il a 6 lampes pour le bol à eau et 4 lampes pour le bol à sec. Vous le retrouverez ailleurs à plus de 40 000. Mais au magasin 1001 tapis, vous l'avez à moins de 24 000 francs et nous donnons la garantie sur ce robot mixeur. Un grand fer à vapeur qu'on nous vendait avant à plus de 35 000. Vous l'avez au magasin 1001 tapis à 11 500 francs au lieu de 12 000 dans le cadre de la double réduction. On parle également de plus en plus du nettoyant universel Magica. Oh là 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 là, ça nettoie les carreaux, ça nettoie les salons en cuir, ça nettoie le levier. Vous l'avez à 5 500 francs. Le nettoyant universel Magica, 1 litre de Magica à 5 500 francs du côté du magasin 1001 tapis. Les clés USB 32 gigas.
vous les avez ailleurs à plus de 15 000, ça je sais. Mais à 1001 tapis, vous avez à 9 000 francs une clé USB 32 Go avec un système de sécurité. Vous l'avez à 9 000 francs au lieu de 9 500 francs. Des rallonges de qualité supérieure à 5 500 francs. Elles sont solides, elles ont citron, elles sont d'origine. Vous les avez à 5 500. Des rallonges. Les ordinateurs complets à moins de 45 000. Toujours au magasin 1001 tapis, chers téléspectateurs. On parle également de plus en plus, du côté de ce magasin, d'un grand robot mixeur 2 balles. Vous les avez bien entendu, à 24 000, ce robot mixeur 2 balles. On parle également des tissus d'ameublement à partir de 1000 francs. Donc, chers téléspectateurs, tous ces articles-là, vous les avez à 1001 tapis. Merci. Regardez le comptoir de Salaka. C'est un véritable Salaka. Merci. Au magasin 1001 tapis. Au Cameroun. Nous vous remercions, Consti Lamine. Merci infiniment pour ce passage à l'instant sur nos antennes avec le concept Salaka. Merci à vous, madame, monsieur, de nous rester présents. Mais surtout, nous allons encore nous indigner ce matin avec ce qui se passe au moment où nous vous parlons, bien sûr, à Limbé, effectivement, au lieu dit Koulou Memorial College à Myford, à Limbé. En ce moment, des enseignants sont battus justement là-bas, des salles de classe saccagées et les élèves d'ailleurs déshabillés et même les enseignants battus justement à la machette. L'école aura-t-elle un retour effectif dans la zone anglophone? L'information vient de tomber et ça fait justement un peu de trop quand même dans les régions anglophones aujourd'hui. Notamment, je dis bien, Koulou Memorial College à Limbé, Myford, des enseignants et des élèves tabassés et chassés pour ceux qui étaient à l'établissement, leur saumon bien évidemment de rentrer chez eux. L'école est handicapée au Cameroun dans les zones anglophones. Allons-nous passer à une 4e année blanche dans les zones anglophones aujourd'hui? Avons-nous le droit de croire véritablement que l'école y est? Comment appréciez-vous la situation du moment? Je parle bien de Koulou Memorial College à Limbé, au lieu dit Myford. C'est très grave. Karine Santia l'a revu les réseaux sociaux. Le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, a signé hier un communiqué, a signé le 29 octobre dernier, autant pour moi, un communiqué portant interdiction des opérations d'appel public à l'épargne par certaines entreprises, par certaines sociétés non agréées. Dans cette liste figurent plusieurs structures du trading, du bitcoin et même du marketing de réseau. On va citer Académie des investisseurs africains, Global Investment Trading ou encore Global Crypto Concurrence Trading, GTX Invest, Global Trust Exchange, Make It Invest, Obasi Communication, Divines Auto Electronic, Sogasal, Cameroon Invest, Regal Cameroon, Sairu, Africa Life, Mugano Invest, PetromPay Cameroun, Unique Finance, CRIFAT, Fortune Investment and Wealth et High Life International Cameroun. Voilà, des entreprises qui sont connues aujourd'hui au Cameroun et qui opèrent dans le trading, finalement, oui, fermé. Le trading, le marketing de réseau, les appels à investissement, tant dans le secteur de la finance, de la microfinance et même dans le secteur agricole. Nous voulons déjà saluer le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, qui regarde l'émission 10-12 le Zénith et a compris enfin la colère exprimée dans le cadre de cette émission avec cette réalité où nous exposions ici en fin de semaine dernière les réalités qui entouraient ces entreprises investies dans le trading. Et merci, monsieur le ministre Louis-Paul Motazé, d'avoir compris l'appel du peuple et surtout le cri du peuple sur ce qui se passe. Mais est-ce qu'on devrait s'arrêter là aujourd'hui, Charles Lamine Bachou, puisque vous exposez la colère ici la dernière fois? Avons-nous le droit de croire que ce n'est pas une énième entourloupe? Est-ce que c'est dû aux gens aller verser dans les banques? Et les banques qui nous sont passées très gentilles aujourd'hui. Monsieur Michel Ngachou, je vais vous dire que quand j'ai lu ce communiqué radio-presse du ministre des Finances, j'ai eu un soulagement et j'ai pensé à tous ceux, par exemple, il y a une entreprise, le CRIFAT, monsieur Michel Ngachou, oui. Ils ont déjà de sérieux problèmes dans la zone de Ndokama où pratiquement ils sont en train d'exproprier les populations. Ils sont en guerre avec plusieurs cantons, plusieurs villages de ce côté au propos de terre. Il y a plusieurs chefs de village qui ont même été enfermés littéralement en complicité avec certaines autorités administratives du littoral, monsieur Michel Ngachou. Je me demande, mais qu'est-ce que c'est celui qui disait avec à ces populations? Vous me rappelez le nom? Avoir le CRIFAT, je parle du CRIFAT. Beaucoup de personnes ont souscrit
Là-bas, c'est-à-dire vous souscrivez de l'argent, ils vous font des plantations et tout, et ils vous reversent des intérêts, monsieur Michel Gatchou. Alors je prends ce cas, je prends Make It Invest, je prends Africa Life. C'est quand même, oui, il faut tirer un coup de chapeau au ministre des Finances, mais dit quand même que ceux qui ont déjà investi, comment est-ce qu'ils vont faire pour récupérer leur argent? Parce que prendre une décision, c'est une chose, mais il faudrait qu'il y ait des mesures. Est-ce que ces différentes personnes ont été interpellées et elles sont dans le faux? Déjà, monsieur Michel Gatchou, ça suppose que les caisses, les comptes et tout devraient être gelés, comme on l'a fait expéditivement avec la MIDA. Avec la MIDA, qu'on bloque et on gèle déjà les comptes de ces personnes. Vous avez des populations qui ont été, je prends le cas de Clifford parce que je maîtrise bien ce cas, M. Michel Gatchou, toute la zone dans le camp, ils ont pris des terres, ils étaient en complicité avec des autorités administratives. Pour un peu que vous, le chef, on vient vous voir à minuit, vous ne parvenez pas le lendemain, on vous dit qu'il y a des terres et tout. À l'heure où je vous parle, peut-être il y a de cela 1 ou 2 mois, toutes ces zones, et peut-être même jusqu'à présent, c'est gardé par les militaires. Vous vous rendez compte que votre village soit gardé par des militaires parce qu'il y a des personnes qui sont venues récupérer des terrains. Je pense qu'aujourd'hui, ça donne la légitimité aux chefs de village de pouvoir restituer, je dis pour le cas de Clifford parce que je maîtrise. Concernant Make It Invest, je crois aujourd'hui, on dit qu'il y a plusieurs trucs, il y a des chaînes radio, il y a ceci, vraiment qu'ils se battent et remboursent l'argent des Camerounais. Non, mais beaucoup de Camerounais. Le tout n'est pas de fermer, mais le tout c'est de... Il faut fermer, mais il faut rembourser l'argent des Camerounais. Oui, le communiqué radio presse précise, mais ne donne pas les modalités, ne précise pas. On devrait, normalement, monsieur Michel Gatchou, les mettre frais jusqu'à remboursement complet des différents fonds. Africa Life a disparu, on a cité dans Africa Life, ils ont disparu. Il y a beaucoup là, monsieur Michel Gatchou, qui depuis la sortie de la COSUMA, permettez-moi, ont fermé boutique. Il y a beaucoup qui ont fermé boutique. Ils ont laissé juste 2 ou 3 employés. Ils ont disparu avec les fonds. J'espère que le ministre va aussi prendre des procédures pour traquer ces individus et permettre aux Camerounais. Je termine en disant aux Camerounais que dans un quartier, associez-vous à 10. L'argent que vous partez mettre, c'est Africa Life, mais quittez consort, associez-vous à 10 dans un quartier. Mettez les mêmes fonds. Faites les sucettes. Faites, je ne sais pas moi quoi, le volet, ça va sortir. Investissez à 10, ça va sortir, vous aurez les intérêts. Arrêtez d'aller faire confiance aux gens qui vont prendre votre argent, aller faire ailleurs. Alors, il y a une entreprise qui s'est plainte ici une fois, lorsque nous commencions à parler de ce projet sur ce plateau, notamment cette entreprise qui s'appelait la pauvreté est finie de Nick Audrey, qui s'est plainte d'ailleurs, et à travers son porte-parole qui est venu nous voir en nous disant, vous avez parlé d'une entreprise qui veut dire, en Bassa, la pauvreté est finie. Aujourd'hui, Liep Limal, effectivement, oui. Qui également a été notifié dans cette histoire. Est-ce qu'on n'est pas en droit, justement de dire aujourd'hui que un vol est organisé au sommet de l'État avec la complicité des autorités? Oui, avec la complicité de certaines autorités, parce que ici, visiblement, le ministre semble ne pas être pour cette façon de fonctionner. Mais vous savez, vous êtes tous témoins ici que le jour qu'on parlait de ce trading-là, je suis tombée des nues quand j'ai vu un politicien acter, célébrer cette façon d'investir de l'argent. J'étais ahurie comme, mais attendez un peu. Vous faites allusion à Matoma? Monsieur, mais attendez, donc on va avoir un potentiel président de la République qui invite les Camerounais à faire ça, à faire les placements d'argent, à faire le trading. À se mettre dans le marketing de réseau. Et c'est ça, par exemple. Moulombe, c'est vous qui parlez. Effectivement, oui. qui a entraîné ses filets justement dans le trading, au niveau de son niveau. Tout le monde. Le problème, c'est qu'il y a des entreprises parmi que lorsqu'elles lançaient leurs activités, elles ont organisé des foires. Et l'État était conscient de ça. Où les ministres ont fait des défilés, les ministres sont arrivés, ils ont découvert, le délégué régional des finances, les délégués régionaux de chaque ministère étaient là, ici à Douala, pour célébrer le lancement de ces investissements. Parce que, particulièrement pour celles que M. Batchou a cité tout à l'heure, les activités étaient vraiment solennelles. Elle participe même, lorsqu'on organise même des foires à Yaoundé, elle participe, lorsqu'on organise des foires même ici à Douala, elle est là, les ministres viennent découvrir, les ministres viennent faire les tournées là, mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Sauf que le COSUMAF qui est
a fait une sortie. Et il faudrait pas que du côté du Cameroun, qu'on fasse genre, non, on était surpris, on n'était pas au courant. Il faut également sortir au devant et dire que non, on ne veut plus. Donc maintenant, bien vouloir s'arranger pour que les mamans que j'ai un peu grondé ici, en disant que c'était bien qu'on prenne leur argent, qu'on le leur rende dans la mesure du possible, du moins qu'on leur donne ne serait-ce que la moitié. Le ministre des Finances a parlé, Mbongo Mbengan. Est-ce que ce n'est pas au tour maintenant du ministère de la Justice de se saisir de ce dossier et d'incarcérer, peut-être de demander des comptes à ces derniers? Parce que là, c'est de l'escroquerie à ciel ouvert et il faut restituer aux Camerounais leur argent. Non, le problème est très complexe. Le problème est très complexe, au moins sur 2 points. Le premier point, nous sommes dans un environnement de corruption où on vous dit que l'argent tord le fer. Première chose. Deuxième chose, ça entre dans l'environnement international. Lorsque vous entendez parler de mondialisation ou alors les 10 points de consensus de Washington, le deuxième point de ce consensus de Washington recommande qu'on doit libéraliser totalement et entièrement les marchés financiers. Ça veut dire, en termes plus clairs de nous élémentaires, c'est qu'il faut développer le travail des spéculateurs. Or, le monde capitaliste fonctionne avec la spéculation. Est-ce que le Cameroun pourquoi le Cameroun n'a-t-il pas mis en place des mesures pour justement réguler cette spéculation-là? Ça veut dire que nous avons soi-disant une banque centrale, on l'appelle BA, qui a ses services spécialisés. Qu'est-ce qu'on a mis en place? Parce que tout nous surprend. Même lorsqu'on a commencé le transfert d'argent par les opérateurs de téléphonie mobile, au départ, ce n'était pas admis. Mais comme l'argent tord le fer, les services spécialisés de la BEAC ont admis et tout le monde. Donc, et François Hollande l'avait dit à un moment, peut-être nous on pensait que ça ne nous intéressait pas. Il avait dit, j'ai un adversaire commun, c'est la finance internationale. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que en fait, lorsque dans ce processus, on vous dit par exemple qu'il faut baisser les impôts pour les riches, pour leur permettre de faire l'investissement avec l'argent que les impôts n'ont pas pris. Voilà. Il faut par exemple mettre au même niveau les investisseurs nationaux et étrangers mais je disais dans les pays. Donc, sur le cas échéant, est-ce que la justice camerounaise ne doit pas se saisir de ces dossiers aujourd'hui? Si on avait une justice, elle pouvait se saisir du dossier. Je dis bien si, mais comme on ne fait pas l'histoire avec les si, moi je ne crois pas à la justice camerounaise. Or, ils ont les juges d'instruction qui ont les bras longs. Ils peuvent même créer des commissions rogatoires. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec les affaires qui s'étaient passées à la BISEC et à la SCB? Non, je parle actuel, la BISEC et la SCB. Oui. Que fait la justice? Beaucoup de Camerounais croupissent en prison parce que les étrangers, eux, ont procédé à des spéculations. Ils ont fait des Marocains notamment, même si ça va apporter des incidents diplomatiques. Les Marocains et les Français, ils font quoi avec les banques? Ils sont toujours en prison. Voilà, quand ça arrive là, dans un pays sérieux, on contrôle. On a la BIA qui a des services spécialisés, on leur dit voilà ce qui se passe, ainsi de suite, et on met en place un certain nombre, on filtre. Merci. Même maintenant, dans un pays où même la restructuration du secteur bancaire a échoué, ou alors on a fait échouer exprès, le travail, c'est maintenant la débrouillardise. On demande même aux bandits de se débrouiller. Mbongo Mbengan Kaindi avec nous ce matin. Karine Santia, deuxième sujet. Oui, on s'intéresse à ces enseignants et élèves enlevés à la Presbyterian School of Kumbo. Hier, en matinée, les élèves ont été libérés, mais les enseignants restent encore, et le corps administratif reste captif. Il faut dire qu'au moment de cet enlèvement-là, les populations sont sorties et ont réclamé que les personnes captives soient libérées, et ceux qui ont été libérés étaient les élèves, mais les enseignants et le corps administratif sont toujours aujourd'hui captifs.
captifs. Alors, un autre sujet qui s'ajoute à celui que vous évoquez, Karine, à l'instant, c'est celui de Kulu Memorial College à Limbe, My 4, où on le dit à l'instant, des enseignants sont battus, les salles de classe sont saccagées, la République est en lambeaux pratiquement de ce côté, l'école, les séparatistes en même temps où des hommes armés ne voudraient plus qu'ils puissent avoir école, demandant aux élèves de rentrer chez eux. Et on le sait, bien sûr, vous le disiez à l'instant, ces 11 enseignants ont été arrêtés. Et aujourd'hui, on n'a pas d'informations sur ces enseignants. On ne sait pas exactement où ils sont. Madame, Messieurs, on en parlera certainement demain pour ce sujet-là. Mais vous invitez à comprendre que nous allons marquer encore une légère pause avec Consti Lamine, qui cette fois-ci nous retrouve pour nous parler des languettes. Cette fois-ci, pour nous parler de languettes. Consti, bonjour, rebonjour. Alors, bonjour Michel Gatiou, bonjour à toute ton équipe qui t'accompagne ce matin et merci à tous ces clients qui sont en train de passer les commandes après la grande vente des autres articles du magasin Mille Tapis tout à l'heure, notamment l'électroménager, les ordinateurs, les robots mixeurs qui sont toujours en pleine promotion du côté du magasin 1001 Tapis. Nous restons toujours dans ce prestigieux magasin, nous restons toujours dans ce magasin qui vous permet d'avoir la qualité et rien que la qualité et surtout les produits que vous ne retrouverez nulle part ailleurs, notamment ces languettes médicales est une exclusivité du concept Salaka. Oui, les languettes médicales qui font de plus en plus du bien à ses utilisateurs parce que je ne cesse de recevoir un feedback positif sur les languettes médicales. Alors ce matin, j'attire l'attention de tous ceux-là qui traînent encore les pas, j'attire l'attention de tous ceux-là qui n'ont pas encore leur languette médicale, qu'il est important de venir au magasin 1001 Tapis et d'avoir cette languette médicale dont le spot a été présenté tout à l'heure. Cette languette médicale présente plusieurs avantages, notamment ça permet de prévenir les douleurs au niveau de la plante du pied. Les languettes médicales permettent également d'éliminer au fur et à mesure qu'on les utilise les douleurs au niveau de la plante du pied. Les languettes médicales jouent également un rôle très important, notamment il y a des gens qui ont des douleurs au niveau des cuisses ou des douleurs au niveau de la jambe. Ces douleurs proviennent parfois de la plante du pied. Donc pour éliminer toutes ces douleurs-là, je vous conseille de venir au magasin 1001 Tapis et d'acheter votre languette médicale qui s'adapte à toutes les pointures. Et la particularité, c'est quoi? Vous avez un modèle uniquement pour les femmes et un modèle uniquement pour les hommes. C'est ça la grande particularité des languettes médicales. Dans ceux qui nous regardent en ce moment, vous voulez acheter une languette pour madame, il y a un modèle uniquement pour madame. Une languette pour monsieur, il y a un modèle pour monsieur. Une languette, bien entendu, pour les jeunes filles, il y a le modèle des jeunes filles du côté, bien sûr, du magasin 1001 Tapis, c'est à Douala au Cameroun. Alors, le prix est, bien entendu, le prix normal est de 8 000. Le prix de promotion est de 6 500 francs. Mais actuellement, jusqu'à, bien entendu, pendant encore plusieurs semaines, vous avez la paire de languettes médicales. Quel que soit le modèle, que ce soit le modèle des femmes, le modèle des hommes, vous avez la paire de languettes médicales à 6 000 francs du côté du magasin 1001 Tapis. Donc, motote, nye sengaleba tatan, alando au magasin 1001 Tapis. Et banjana concept salaka, et pongo promotion nyama nyakamalambo au magasin 1001 Tapis. Regardez les bienfaits de ces languettes. Regardez les acteurs. Regardez ceux qui ont fabriqué ces languettes. Regardez comment ça se présente, comment ça se manifeste au niveau du pied. Alors, venez au magasin 1001 Tapis et commandez votre paire de languettes médicales à 6 000 francs. Parlons des modalités de livraison. Ceux qui ont besoin de commander, que ce soit l'électroménager, les ordinateurs, les languettes médicales, les correcteurs de posture, les numéros de téléphone, vous les avez, appelés et commandez votre languette médicale. Je ne saurais partir sans rappeler encore et encore à tous nos téléspectateurs, à tous les clients du concept Salaka,
que vous avez encore la pommade des hémorroïdes au magasin 1001 tapis. Vous connaissez quelqu'un qui en souffre, vous en souffrez vous-même, alors plus besoin de chercher le midi à 14h, venez au magasin 1001 tapis, vous avez la pommade contre les hémorroïdes vendue à un prix très très abordable, produit 100% naturel, fait à base de plantes médicales, bien entendu, de plantes naturelles. Bien, merci. Allez, madame, monsieur, vous faites bien de nous rester présents sur les antennes Equinox Télévision. On va sortir cette émission avec un regret quand même pour ce qui se passe à l'instant à Limbé, l'école qui est saccagée, les enseignants qui sont également bastonnés. Et on le sait hier à Kumbo, des enseignants ont été kidnappés. Ils sont 11 au total. Ils n'ont toujours pas fait une certaine apparition. Pourquoi le faire maintenant ? Pourquoi l'État du Cameroun ne veut-il pas résoudre, j'ai envie de dire le gouvernement, ne veut-il pas résoudre ce problème politique et ramener la paix dans le Nozo? Doit-on nous aussi aboutir encore à un deuxième grand dialogue national? Peut-être oui, peut-être aussi faire confiance à ce Camerounais qui s'appelle Rabouni Ier, qui dit être prêt à l'organiser. À demain, avec le même plaisir.